c'est à l'âge de 16 ans. Je vendais des parfums. J'étais tellement nul en langue, j'ai abandonné quasiment toute ma scolarité. T'as pas vécu la Coupe du Monde 98 je crois qu'on arrête, C'était incroyable. J'étais chez moi, je passais mes journées à lire, à me former, à apprendre. Pour beaucoup, c'était le choc. En vrai, j'invente des musiques. C'est vraiment n'importe quoi. Tu peux nous faire un extrait ou pas? Non. Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui, on reçoit Mohamed. Mohamed Bouclé, merci d'être venu. Merci pour l'invitation, ça fait On plaisir. te voit d'être là. partout et je vais te dire un truc pour commencer. Dans le mastermind, quand les gens me disent « Ah, il y a des gens connus », je dis tout le temps ton nom. Et je suis quasiment sûr, je te dis ça pour de vrai, je suis quasiment sûr que les gens te connaissent. Et Soit tu dis, Mohamed Bouclé, soit quand ils connaissent pas, tu dis « Ah, le gars de la lecture rapide. Ouais, je dis ah ça oui, je vois. C'est ça. Je dis ça Encore tout le temps. hier, j'ai eu quelqu'un comme ça. Et d'ailleurs, je te mets peut-être un peu trop sur un pédestal parce qu'à chaque fois, je dis le mec est champion du monde de lecture rapide. Et après, les gens vérifient, ils me disent non, mais il est vice-champion du monde. C'est exactement ça. C'est Et exactement. à chaque fois, je me plante. Mais non, et puis même je vais pouvoir le montrer à mon père parce que mon père te connaissait, il t'a vu, c'est un grand fan de Quotidien. D'accord. Donc, il se souvenait de ton passage sur Quotidien avec Yann Barthès. Super. On t'explique un petit peu, on te remet un peu dans le contexte le Sûr. podcast. Donc on a appelé ça Père Castor, raconte-nous ton histoire. L'idée elle est très simple, c'est de remonter à ton premier souvenir d'entrepreneur. Suite à ça, on va défiler ou dérouler, et c'est pas à toi en plus, je sais que tu fais aussi beaucoup de mind mapping. Là je vais donner on donne une image assez sympa qui permet de se projeter. On va défiler le fleuve ou la rivière de ta vie. Nous en tant que castor, on va mettre des barrages tout au long. Donc on va te poser des questions en fonction de ce que tu veux nous raconter. Et il y a évidemment des questions qu'on pose déjà et qu'on pose systématiquement, qu'on va te poser au fur et à mesure du podcast. Parfait. Donc la première étape, ça va être si tu l'as déjà en tête, de nous parler de ton premier souvenir. Alors pour t'en donner, Erwan, c'est par exemple... Je l'ai. Tu l'as déjà? C'est bon. C'est parti. Pas besoin. Eh ben on te laisse commencer. Et juste après ce souvenir, on te demandera juste de te présenter aujourd'hui qui tu es. Comme ça donnera une image avant qu'on défile tout le fleuve de ta vie. Mon premier souvenir en tant qu'entrepreneur, c'est à l'âge de 16 ans. Je vendais des parfums. Des petits parfums, on appelle ça des muscs. Ok. C'est les trucs que tu reçois quand tu achètes un parfum ou non, c'est autre chose? Non, c'est des muscles, c'est des petits, la taille d'un petit échantillon, tu as une boule au-dessus et que tu vas venir passer sur ta main et Ok. tout, odeur. Et en vrai, on appelle ça des muscles. Et je vendais ça, je me rappelle, c'était en euros, je vendais ça 1,50 € et j'achetais ça 70 centimes. C'est-à-dire que c'est vraiment des tout petits trucs. Et me faisais mon argent de poche comme ça. C'était mon premier... Donc au lycée? Au lycée. Au lycée, j'ai fait ça fin de lycée. J'ai fait ça en terminale. À 16 ans? Non, Ça sautait des classes alors? Non, c'était pas de 16 ans. Alors, c'était plus, je me suis trompé en T'as termes d'âge. En 17 plus, ou j'ai 18. redoublé plusieurs pas 16 ans. Je me suis dit 16 ans parce que je me voyais en seconde, mais quand je me suis rappelé que c'était plus en terminale que je faisais ça. Première et terminale, je devais avoir donc 17 ans passé, même presque, parce que comme j'ai redoublé, Ok. je devais avoir presque des 18 ans. Ok, intéressant. Et du coup, t'as fait ça en première et en terminale, tu disais. T'as fait t'as fait de l'argent avec ça ou t'en as vendu une dizaine ou c'était plutôt plusieurs Non, centaines? Vraiment, je fais ça régulièrement. Et Et t'as acheté ça où? moi, j'ai acheté ça à Belleville. Ok. Moi, j'ai grandi à Saint-Ouen dans le 93. Et ce que je faisais, c'était je me mettais à la sortie des mosquées, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettaient ce type de parfum. Et donc, j'étais à la sortie des mosquées. Il y avait une personne que je connaissais qui, lui, vendait. Il avait un grand stand. Il vendait des muscs, des parfums, des livres. Il vendait plein de choses comme ça. Et il achetait ça à Belleville. Et c'est lui qui m'avait montré, il m'avait expliqué comment faire. Donc, j'allais à Belleville avec lui. On achetait des cartons de musc à 70 centimes pièce. Et ensuite, je me mettais et je vendais souvent ça le vendredi, après la prière du vendredi. C'est là où il y avait le plus de monde. Parce que chez les musulmans, vous avez le vendredi, en général, vous travaillez pas. C'est plutôt vendredi, samedi et le dimanche, la reprise. C'est pas, non, c'est c'est pas dire ça que non, alors tu travailles quand tu peux travailler tout le temps, mais c'est Ok. juste que le vendredi, un peu comme l'église le dimanche, Ouais, c'est ça. t'as C'est une l'équivalent. prière Ouais, voilà. qui est Ok. très importante, qui est la prière du vendredi. Et donc moi j'étais étudiant, donc ça me permettait quand d'y aller. Et j'avais mon petit stand où je posais mes muscles et je me faisais, le vendredi, je me faisais 50 €. Et pour moi, Ouais, c'était à bon, cet âge-là, Ouais. Ouais, c'était énorme. C'était énorme. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai même fait une grosse partie de mon argent de poche. Et même quand j'ai eu le bac, quand je faisais plein de petits boulots. Et en plus de mes petits boulots, je faisais ça. Et des fois, j'allais même chez ma sœur. Je raconte
ma vie. Ah, mais on est là pour Chez ça. ma sœur, C'est ce qu'on veut savoir, justement. ma sœur qui habitait à Sète, à Montpellier. Ok. J'habite à Montpellier, comme quoi. Et j'allais là-bas et je ramenais mes muscles avec moi et je faisais ça et je vendais mes muscles là-bas. Et j'étais connu pour le Parisien vendeur de muscles. Voilà. C'est ça mes débuts dans l'entrepreneuriat. Après, j'ai tout arrêté. J'ai repris les Tu as études. fait ça C'était- pendant un an et demi. Ouais, j'ai fait ça, on va dire plutôt terminale, l'année après le bac où je savais pas quoi faire de ma vie. Et donc, j'avais fait plein de petits boulots et je faisais ça un peu pendant mon temps libre. Après, j'ai repris les études. J'ai fait un DUT, une école d'ingé. Et là, j'ai carburé comme un fou. J'ai même fini major de promotion en DUT parce que je m'étais promis de jamais retourner, entre guillemets, à faire ces petits boulots parce que je travaillais à DHL, moi, la nuit, de 2h à 4h. DHL, c'est les colis. Les colis. C'est ça, Mais, ouais. j'avais le pire horaire. Parce que quand après le bac, quand tu arrives en intérim et que tu leur dis j'ai envie de travailler et que tu n'as que le bac, ils te regardent de haut et ils te disent ah, mais on n'a rien pour vous, monsieur. Ah, vous voulez faire de la manutention? Bah, pourquoi pas. Mm. Et il y avait un créneau que personne ne voulait avoir, c'était le créneau de nuit à DHL. En plus, tu commences à 2h du matin. Donc, soit tu dors un peu avant, Ouais. ou tu es KO, soit tu dors pas. Moi, je dormais, je devais me réveiller à 1h15. J'allais en vélo, je traversais toute ma ville en vélo. Il n'y a aucun transport et j'avais pas encore le permis. Pour arriver là-bas, tu portes des cartons toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Je rentrais, j'avais mal au dos. En plus, tu rentres dans des conteneurs et tu fais que prendre les colis et les poser sur les tapis roulants. Je fais ça plusieurs mois et je me suis dit plus jamais je ferai ça de ma vie. Donc, tu as fait une année de pause entre le bac avant de reprendre le DUT. Ouais, parce qu'en vrai, c'est pas que j'ai fait une pause, c'est que je savais pas quoi faire. Oui, j'ai fait une Ok. pause parce que je savais pas quoi faire de ma vie Ok, et on mais- voulait de moi nulle part. Donc tu t'es En dit, même je bosse temps- un peu quand même. Donc je bosse. Et je me dis parce que moi, Mais tous mes quartiers. t'étais pas bon de base à l'école ou. Ah oui, moi j'étais vraiment mauvais. T'as fait quoi comme bac? J'ai fait un bac S. Oh, ça va alors. Mais pourquoi j'ai fait un bac S? Moi, j'ai redoublé. Moi, je suis dyslexique. Et je fais. Ah, t'es dyslexique? Je suis dyslexique, je fais aussi de la dysorthographie. J'ai redoublé le CP. On m'a laissé passer parce que j'étais trop vieux, donc je suis passé en CE1. En CE1, je devais encore redoubler. On m'a laissé passer. En CE2, on a convoqué mon père au début. On a convoqué mon père pour dire à mon père un truc qui n'a jamais été vu à l'école. Ben, on va laisser votre fils en CE2 pour les maths et le français, il ira en CE1. Non, c'est pas Je vrai. te promets. C'est énorme ça. Après, ils leur ont dit ah non, c'est trop compliqué, ben, on va le mettre en SECPA. On sait que pas dès la primaire, tu peux? C'est classe de perfectionnement. En vrai, c'est l'équivalent de la SECPA. La SECPA, c'est au collège. Ouais, En ouais. primaire, ça s'appelle la classe de perfectionnement. Donc, ils ont dit, votre fils ira en classe de perfectionnement. Et dans mon école, il n'y avait pas de perfectionnement. Je devais aller à plus de 15 km de chez moi. Mon père, il a dit, jamais de la vie, qui va le ramener là-bas? Et en plus, non, on n'ira pas en SECPA. Et ils m'ont gardé à l'école normale. Et j'étais un peu, vas-y, Mohamed, il est perdu, on va dire. Tu sais, c'est un peu le gars dans ta classe. L'élève, on peut rien pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'on a détecté ma dyslexie, que j'ai commencé à aller chez l'orthophoniste, à faire de l'aide aux devoirs, tout ce combat, pour ensuite me battre pour avoir la moyenne. Et j'ai eu toute ma scolarité, mis toute mon énergie sur l'aspect scientifique, parce que j'étais bon en sciences, en maths, en physique, D'où le bac S. et d'où le bac S, et parce que j'étais tellement nul en langue que les langues, j'avais abandonné. Et j'ai abandonné quasiment toute ma scolarité. Et quand tu restes en général, quand tu es bon en maths, tu vas faire S. Quand tu es bon en langue, tu fais L. Et quand tu es un peu bon partout, tu fais ES. Et moi, je n'étais pas assez bon partout qu'en sciences. Donc, j'ai mis toute mon énergie. Et même pour le bac, heureusement que les maths et la physique existaient, sinon, j'aurais pas eu le bac. Parce que tu as eu des notes, malgré le fait que tu avais réussi à venir en S, tu as eu des notes catastrophiques en langue, même au baccalauréat? Oui, bien sûr. Ah, je peux même pas dire mes notes tellement. Ah ouais non. Mais c'est ouf parce que, alors peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent pas et du coup ça va te permettre de continuer en me présentant et ce que tu C'est fais signe aujourd'hui. d'espoir pour beaucoup de Mais personnes. quand on sait ce que tu fais aujourd'hui, c'est vrai, mais. c'est oui. inspirant du coup. Ouais, c'est inspirant. Est-ce que Peut-être- du coup tu peux enchaîner en te présentant et qui tu es aujourd'hui en quelques minutes? On va la faire courte. Je m'appelle donc Mohamed Bouclé. Je suis formateur en technique d'apprentissage. Donc, j'enseigne comment apprendre. Donc, j'apprends à apprendre aux gens et je leur apprends la méthodologie. Parce qu'on ne nous a jamais appris à apprendre. On nous a jamais appris à mémoriser, à se concentrer, à lire efficacement. Et donc, moi, j'enseigne ces parties-là. Et en vrai, pourquoi j'enseigne ça? Parce que j'aurais aimé, quand j'étais jeune, qu'on m'enseigne ça. Tout ce qui m'a manqué dans ma scolarité, la méthodologie, c'est ça que j'enseigne. Je suis également vice-champion du monde de lecture rapide 2021 et 2023. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Connaissance illimitée, aux éditions Robert Laffont, qui aujourd'hui a été vendu à plus de 40 000 exemplaires à l'heure où on tourne. Ce qui est énorme. Qui est énorme En dans quoi, le en monde. un an En moins d'un an. On l'a sorti en février. Aujourd'hui, on est en début septembre. Ouais. Donc, tout début septembre. On est en 8 mois, on a fait 40 000 exemplaires.
ce qui est juste extraordinaire dans le monde des livres. Bah, Pour la faire courte. Et qu'on se rende compte, lecture rapide, donc tu es vice-champion du monde. En combien de temps tu es capable de lire un livre? Alors, tu as les livres en compétition, que je ne vais pas forcément aborder, mais à part si tu veux qu'on en parle. Non, mais qu'on a un référentiel. Un référentiel, c'est en moyenne un livre de 200 pages en moins d'1 heure, très simplement. 200 pages en moins d'1 heure. Ça, c'est en compétition. Non, en compétition, moi j'ai lu un livre de 170 pages en 17 minutes, avec l'équivalent de 16 sur 20 aux questions-réponses. Donc à peu près 10 pages par, 10 pages par minute. C'est ce que j'ai fait au championnat. Mais aujourd'hui, ça, c'était les championnats suite à un entraînement de quasiment 1 an, même plus. Un entraînement intensif pour cette compétition, mais j'avais fait de la lecture rapide bien avant. Donc, on va dire qu'il y a quasiment 3 ans pour en arriver là. Et c'est la compétition. Tu vois, une personne qui court tous les jours, qui va courir en compétition, il ne va pas faire les mêmes performances parce qu'il s'est entraîné, il va donner plus. Donc, en compétition, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, ce qui est abordable et qui est à la portée de tous, c'est faire 200 pages en moins d'1 heure. Tout le monde est en capacité. Dans la formation que tu proposes aujourd'hui, c'est une des promesses que tu peux tenir. Effectivement, bien sûr, c'est une promesse que mes élèves font, c'est 200 pages en moins d'1 heure et que c'est à la portée de tous. Moi, ça me paraît tellement irréalisable, pour être très transparent. Parce que moi, un livre, je le lis à peu près, on parle de semaines plutôt, et non pas de minutes. Donc, je suis très curieux de savoir comment avoir quelques petites astuces, parce que j'imagine qu'il y a du Pareto dans tout ça, il y a du 20-80, donc il y a forcément des petites astuces qui peuvent changer beaucoup de choses. Donc, je suis très curieux de connaître la suite. Je peux en donner une que tu nous as donnée ? Vas-y. Le stylo, par exemple. Quand tu es petit, on t'apprend à lire avec ton doigt. Parce que tu te souviens, tu avais donné une conférence le premier jour du Mastermind. Et en fait, tu apprends à lire avec ton doigt. Et donc après, on te dit qu'il faut le retirer. Mohamed te dit, ah ben non, il faut pas le retirer, il faut le garder. Tu peux même utiliser un stylo si tu veux. Et il est clair que déjà, alors j'en sais rien, mais je pense que tu multiplies par un certain coefficient. Tu gagnes au moins 20 à 30% de vitesse juste avec le guide visuel. Juste avec le fait de mettre soit ta main, soit ton doigt. Et en fonction de la vitesse de ta main ou de ton doigt, plus ta main va aller vite, tes yeux vont suivre. Et tu peux gagner minimum 30% de vitesse juste avec cette méthode. Et est-ce que tu gagnes en mémorisation grâce à cet outil ? Alors, tu vas gagner en compréhension et en rétention. Ok. Effectivement, juste en utilisant le guide visuel. Mais il y a un truc qui est important quand on parle de lecture, c'est également la rétention. Mais pour moi, la rétention, elle passe par un processus de prise de notes aussi. Et un processus aussi d'objectifs. C'est quoi tes objectifs ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Pourquoi tu lis ce livre ? Quelle est ta problématique du moment ? Qu'est-ce que tu cherches en lisant ton livre ? Ce qui se passe, c'est que si tu reprends de manière générale, à quel moment on a appris à lire ? On a appris à lire à l'école. Et donc, étant enfant, on apprend à lire en primaire. Après, on parle de compréhension. Les enfants adorent la lecture, quasiment tous, jusqu'au collège. À partir du collège, 6e, 5e, on commence à avoir des livres à lire et surtout à être réellement évalués sur nos lectures. C'est là que la scission commence à arriver avec la lecture. Est-ce que tu les lisais, toi, à ce moment-là ? Moi, j'ai arrêté de les lire le jour où j'ai lu un livre et que j'ai eu 4 ou 5 sur 20 et que la prof avait écrit « La prochaine fois, ce serait bien de lire le livre ». Et donc, je me suis dit que je le lise ou que je ne lise pas, j'ai la même note, donc j'arrête de les lire. Ok, donc tu as vécu une grosse frustration, toi, dès le collège sur la lecture. Collège, non, dès le CP, parce que j'ai appris à lire, je ne savais pas lire. Et j'ai appris à lire avec beaucoup plus de retard que tout le monde. Et avec mes séances d'orthophonie et tout ce qui va avec. C'est juste que cette scène et ce moment particulier a marqué encore plus une rupture sur les efforts, parce que j'avais passé des après-midi à lire et je ne comprenais pas ce que je lisais. Et après avoir eu cette note et ce commentaire de la prof, je me dis, mais c'est fou. T'imagines le gap de cette prof ce jour-là, si on lui avait dit, dans 15 ans, je serais une référence où je parlerai énormément de lecture. Dans 15 ans, je serai une référence de la formation et vice-champion du monde de lecture rapide. Le chemin, il est colossal. Surtout que cette dame a dû te voir. Parce qu'on t'a vu partout. Je sais pas si elle m'a vu ou elle me voit aujourd'hui. Ça, je sais pas le dire. Après, peut-être qu'elle s'en souvient. T'as au moins un des professeurs que t'as eu. Qui cause d'y dire, mais c'est sûr. Non, bien sûr que même quand je repars dans ma ville à Saint-Ouen, des personnes qui me reconnaissent encore vendredi, je marchais dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Ah, Mohamed. Et je discutais avec lui. Et donc, les gens me reconnaissent dans ma ville et même ailleurs. Donc, oui. T'es reconnu là dans la rue ? Pas souvent. Je ne vais pas dire que je suis reconnu souvent, mais... Pas souvent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une fois par mois, une fois par semaine ? Non, c'était pas... Exemple, pendant ces vacances, une journée, on m'a reconnu 3 fois dans la même journée. Et des fois, on ne me reconnaît pas pendant une semaine ou deux. Après, je sais que quand j'ai cette tenue, ce t-shirt et ces lunettes, on va plus facilement me reconnaître. On me dit « Ah, t'es le gars de la lecture rapide » ou « Attends, je t'ai déjà vu
ou choses comme ça. Et là, je dis, lecture rapide. Ah oui, c'est toi que j'ai vu. Mais quand j'ai pas ces lunettes ni ce t-shirt, on me reconnaît pas. À part si le gars, il est élève ou qui m'a... Voilà, il a qui te suit sur les réseaux. Ok. Quand tu es au CP et que tu vis toutes ces frustrations, toi, tu vis ça comment? Tu t'en souviens un petit peu ou pas? Oui, je le vis mal. Forcément, je le vis mal. Tu le vis de manière injuste, tu le vis de manière... t'es énervé, t'es triste, En vrai, il y a plusieurs sujets à ce moment-là. Il y a de la frustration. Il y a, tu sais, quand tu es en CP et moi, j'ai grandi dans une cité. On était en primaire, on était tous en maternelle ensemble. Les copains de classe et les copains que j'ai en dehors de l'école, parce qu'on habite au même endroit. Quand toi, tu es encore en CP, qu'ils passent en CE1, tu es dégoûté, tu as tous tes potes qui passent, toi, tu restes. Ensuite, tu es considéré, tu dis, je suis avec les petits. Quand tu vois qu'eux arrivent à lire, à avancer, et toi que tu n'arrives pas, tu es frustré, tu as une frustration. Et donc, tu crées aussi, comment dire ça, pas cette haine, mais plutôt, tu vas te cacher. Tu vas éviter les moments où tu vas être mis et confronté à ça. Je me rappelle, toute ma primaire, et même au collège, quand la prof disait qui veut lire, je baissais ma tête. Et quand et quand on me demandait de lire en classe, comment dire, je sentais mon cœur battre à 1000 heures. Tu sens le truc boum, 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 et t'es là. Et en plus, tu bégayes. Ce qui se passe, c'est que tu bégayes, tu as du mal à lire, tu t'arrêtes sur les mots, tu entends cette voix intérieure parce que tu dis, regarde, t'as bugué, donc t'as pas envie de recommencer. Et ça vient alimenter ce schéma qui est je lis mal et tout. Et après, dans ta classe, dans cette position, etc. Effectivement. Et dans ta classe, nous, les gars de quartier, on chambre très facilement, même très tôt. Et donc, c'est facile de te faire terminer en dehors de l'école parce que tu lis mal. Donc c'est ça qui t'a donné la force, tu crois, de faire ce que tu as fait aujourd'hui, ou ça vient d'autre chose? La force de ce que je fais aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle je fais ce que je fais, c'est que pour que plus personne ne se sente nul. Vraiment, pour moi, c'est aussi de mes motivations. C'est une de mes missions, de manière négative, mais la mission de manière positive, c'est de permettre à tout un chacun de dévoiler son potentiel et de réaliser ses rêves et montrer qu'il peut réussir, quel que soit d'où il vient, quelles que soient les difficultés qu'il a pu vivre. Et surtout, et ça on en parle beaucoup, on en parle peu, on parle aujourd'hui de plus en plus de l'harcèlement scolaire. Moi, j'ai jamais utilisé ces mots-là dans ma communication de manière générale, parce que je vais pas dire que j'ai vécu de l'harcèlement, mais avec le recul, je pourrais estimer que... T'as mis en marge un peu quand même. Voilà, les blagues. Après, j'ai eu de la chance que j'étais assez fort, mes potes étaient... pas dire cool, mes potes, bien sûr, ils étaient cool, mais je faisais plus partie du clan... pas dire des mauvais, mais de ceux qui se moquent que de ceux qui est moqué. Ou moi, j'essayais plutôt d'être neutre. Parce que j'ai jamais aimé l'injustice et j'ai une éducation où on n'a jamais été dans ça, mais je me mettais toujours du bon côté. Du moins, du bon côté à l'école. Donc, pour pas être pris en raillerie, t'es le bouffon, t'es ici. Ouais. Et du coup, tu faisais les choix qui étaient les plus pertinents, forcément, par rapport à la situation qui était... Exactement. Qui était la tienne. Ok, c'est hyper intéressant. Juste pour revenir un petit peu sur ton parcours et déroulé, donc ça a été, je dirais, un peu ton enfance. Ce qui est d'ailleurs hyper intéressant, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais quand t'en parles, on a presque l'impression que c'était hier. C'est fou parce que... Moi, je vois les scènes, ouais. C'était il y a... On en parle très bien. Ouais, c'est extraordinaire. Ce que j'ai vécu, plein de gens l'ont vécu. Non, mais on sent que c'est profond quand même, parce que quand t'en parles... déjà on se transpose. Moi j'avais des images, première chose, et deuxième chose, on a l'impression, il a quand même dit mes potes en parlant du CP. Tu vois alors peut-être que tu les as gardés pendant 15 ans, j'en sais rien, et que tu les as toujours aujourd'hui, mais moi par exemple des potes du CP, alors j'ai beaucoup déménagé, donc malheureusement je les côtoie plus, mais j'ai l'impression que c'était la semaine dernière, quoi, tu vois. Mais c'est surtout que moi, c'est l'endroit où j'ai grandi, mes parents habitent toujours là-bas, et quand je vais chez mes parents, des fois tu recroises les gens avec qui tu étais au collège, au lycée, et ce qui se passe, c'est que je sais pas où vous avez grandi, mais quand tu habites dans une cité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans la cité, tu as tes potes avec qui tu joues, mais à l'école, c'est les mêmes personnes. Et comme c'est l'école de quartier, et que ces personnes, tu les as en primaire, en maternelle, après tu les as au collège, en primaire, tu les as au collège, tu les as au lycée, et c'est à partir du lycée où tu as la séparation, parce que tu prends des orientations... Bac pro, même après, encore nous, on avait des bacs pro où on était donc, dans la ville, mais c'est vraiment après le lycée que tu as la vraie séparation. Donc ces personnes-là,
tu grandis avec eux Ouais, de jusqu'à- 0, de 3 15 ans. à 15, 18 ans. ouais. Et comme aussi on traîne dans le même quartier, même si tu les vois pas, tu n'es plus à l'école, bah, quand tu passes, tu rentres, bah, tu les vois, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont toujours au même endroit, en train de tenir les mêmes murs, au même café. Et donc, ces personnes que tu revois, même si aujourd'hui, je les côtoie beaucoup moins, mais quand je les vois, bah, tu discutes avec eux et tu les revois. Il y en a que tu as gardé en tant qu'ami. Il y en a aujourd'hui avec qui tu vas dîner, par exemple. Certains avaient pas beaucoup, mais j'en ai que j'ai gardé. Et après, j'ai encore un de mes très très bons amis. C'est une personne que j'ai rencontrée à 15 ans et qui aujourd'hui, j'en ai 35, ça fait 20 ans. C'est un de mes meilleurs amis. Oui, effectivement. Okay. Tu faisais du sport à cette époque-là ou pas du tout? Ouais, je faisais du judo. Ok. Je suis allé jusqu'à la ceinture marron de judo. J'ai raté ma carrière de footballeur à cause des ligaments croisés. Non, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Non, moi, c'est juste que croisés. moi j'habitais devant le Red Star et on m'a jamais accepté parce que j'étais trop nul. J'ai fait les détections plusieurs fois à 7, 8, 9 ans. On m'a toujours dit non et après j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, on va garder le foot pour le. J'ai juste une petite question aussi. Tu peux faire des grandes questions, des moyennes questions, des longues questions. Ou des questions normales. Je t'accepte toutes les questions. Voilà, tu peux. Bon, bah, j'ai une grande question alors, parce que celle-là, elle est profonde pour le coup. Aujourd'hui, tu vas impacter directement les personnes pour qu'elles progressent. Mais est-ce qu'il t'aurait pas un intérêt aussi à aller à la source, aller par exemple dans un congrès de professeurs et aller leur dire voilà ma situation quand j'étais petit, voilà comment ça m'a impacté aujourd'hui, voilà qui je suis aujourd'hui. Du coup, peut-être que, je sais pas, j'imagine qu'ils ont évidemment des formations là-dessus, mais l'impact des professeurs sur des élèves, alors pour le coup, toi, tu l'as transformé en quelque chose de positif, mais j'imagine qu'il y a plein d'élèves qui étaient dans ta situation, qui sont tombés au fond du trou, et donc qui se retrouvent dans une situation bien différente. Est-ce que tu n'aurais pas un intérêt et un impact aussi fort en faisant ça ? C'est une très bonne question, et c'est ce qu'on essaye de faire avec aujourd'hui la méthode Boclé, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai créé Connaissance Illimitée, qui forme des adultes. J'ai également un accompagnement pour les enfants et les étudiants, collège, lycée, qui s'appelle Mention Très Bien. Et en vrai, le socle de tout ça, c'est la méthode Boclé. Et aujourd'hui, on veut instaurer la méthode Boclé comme une référence dans l'aspect pédagogique et apprentissage. Maintenant, effectivement, j'ai des enseignants que je forme qui viennent se former à mes côtés. Mais intégrer l'éducation nationale, c'est très, très dur. Personnellement, s'il y a une personne qui écoute ce podcast, qui travaille au sein de l'éducation nationale et qui veut me faire intervenir ou avoir un rendez-vous, moi, je suis preneur. Mais aujourd'hui, quand tu commences, tu ne vas pas aller taper directement sur le truc le plus dur à accéder. Tu vas commencer à... Premier cercle, deuxième cercle. Exactement, premier cercle, deuxième cercle. Dit-il en étant passé sur Quotidien quand même. Hein. Oui, mais c'est pas aussi facile. Même si tu passes à Quotidien, j'ai fait C'est à vous, j'ai fait RTL, j'ai fait plein de... Mais intégrer, c'est une machine. Ouais, c'est une institution. C'est une institution. Ouais, c'est un millefeuille administratif. Tu sais, c'est combien de salariés ? C'est presque 900 000 salariés. C'est plus de 12 ou 15 millions d'enfants, d'élèves par an. Et donc, toi, quand tu viens des personnes et pour qu'on t'écoute, donc moi, mon travail, c'est plutôt de me dire soit le changement que tu veux voir dans ce monde, d'avoir travail autour de toi, ensuite élargi, fais tes preuves et les résultats. Et quand tu auras assez fait tes preuves, assez de résultats, là, tu pourras arriver avec des éléments tangibles. C'est une réflexion que tu as et que tu pourras amener plus tard. Je travaille dessus, là. Okay. C'est mon objectif. Okay. C'est mon objectif. Je travaille. Tout ce que je fais aujourd'hui, l'écriture de mon livre, le fait d'avoir fait mon livre, c'est d'arriver à ça. Moi, tu sais, peut-être on abordera ce sujet tout à l'heure. La pire des choses pour moi, c'est de voir un enfant ou un élève ou un étudiant arrêté par peur d'échouer. Non pas parce qu'il a échoué, mais par peur d'échouer. Il y a 2 ans, je parle avec mon neveu qui est aujourd'hui enseignant. J'ai des neveux qui sont très âgés, qui sont grands maintenant, qui est enseignant et il peut passer son concours pour être prof. Et je lui dis alors, dans ta classe, tout le monde a réussi. Il me dit oui, sauf une personne. Je lui dis pourquoi ? Pourquoi elle a échoué ? Il me dit il n'est pas venu à la soutenance. Je dis mais pourquoi il n'est pas venu à la soutenance ? Il m'avait dit il avait peur de la soutenance, donc il n'est pas venu. Donc le gars, il a fait toute l'année, il avait des bonnes notes. Mais comme il avait peur de prendre la parole en public, il n'est pas allé à sa soutenance sur son rapport. Donc il a rendu un rapport, il n'y est pas allé juste pour ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur d'échouer. Je suis intervenu dans un lycée, parce que je connaissais, moi j'interviens rarement dans les lycées, à part quand je connais vraiment la personne qui veut me faire intervenir. Et quand je le fais bénévolement, parce qu'il n'y a pas de budget et je le fais uniquement bénévolement pour ce cas de figure. J'interviens dans un lycée sur une journée, je forme toute une classe de terminale pro à la lecture rapide. Je vois les élèves sont super brillants. Même. Et à la fin de l'année, je demande au prof, alors, est-ce qu'ils ont tous eu le bac ? Elle me dit quoi ? Elle me dit quasiment tout le monde l'a eu.
mais il y en a 2 qui ne l'ont pas eu. Je dis, mais pourquoi elles ne sont pas allées au bac? Pourquoi? On ne sait pas. Et donc, et une des raisons, je ne sais pas, je déduis, mais une des raisons, je pense, pourquoi elles n'y sont pas allées, c'est des fois, avant d'être, je ne vais pas l'avoir. Je vais échouer, ça ne sert à rien d'y aller. Et donc, tu as peur. La peur, c'est une phrase que je dis, et j'ai commencé mon livre par cette citation. La peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Beaucoup de personnes, par peur, n'essayent même pas et ils échouent avant même d'avoir essayé. Et donc, aujourd'hui, un de mes combats, c'est de dire à tous ces étudiants, à tous ces élèves, c'est essayez, entreprenez, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous dire c'est pas possible. Et allez au bout de votre... On a quasiment un combat similaire alors, parce que moi, aujourd'hui, l'un de mes combats, c'est le même, mais sur l'investissement immobilier. C'est de dire aux personnes, mais faites-le en fait. Et on va tout faire pour vous aider. S'il faut être formé parce que c'est ce que vous voulez, s'il faut vous accompagner sur du clé en main, etc., parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'en effet, le plus gros échec dans l'immobilier, c'est ceux qui n'ont pas tenté la plupart du temps. Et on est ok, hyper intéressant. Après, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est très bien ce que vous faites. Après, là, il y a une barrière sur l'aspect financier ou avoir un crédit ou un truc. Tu vois, mais c'est là où tu vois, par exemple, je suis un bon exemple dans le sens où moi, je l'ai fait en étant étudiant. Donc j'avais aucun moyen financier, enfin pas plus qu'un autre étudiant. Et en fait, je l'ai fait en m'associant. Parce que tu peux commencer à faire de l'immobilier en t'associant. Exactement. Et donc tu vois, les barrières finalement, c'est... Tu trouves des solutions. Tout le temps. C'est-à-dire que quand tu veux, tu trouves des solutions et Exactement. quand tu veux pas, tu trouves des excuses. Et effectivement, tu as des solutions. Tu vois, en immobilier, moi je dis assez souvent, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une citation pour le coup de Sarkozy, mais c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Donc si tu as un projet initialement, et ben après tu pourras trouver des gens qui ont de l'argent, qui savent pas quoi en faire et qui viendront te le financer. Tu es la première personne à citer Sarkozy, la première personne que j'entends qui cite Sarkozy. On voit les refs. Après, moi, je l'ai pas connu en tant que président, donc je pourrais pas juger sur sa politique. Par contre, en tant qu'orateur, tu l'as pas connu en tant que président. Tu es né en quelle année Non, je suis né en 98, mais j'ai pas souvenir de ce qu'il a fait véritablement. 98. Ouais. Bébé. Je suis plus jeune que toi. Ah ouais, t'as pas vécu la Coupe du Monde 98 pour moi, je crois qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Et Erwan, il a 36, donc c'est bon. 35. Bah, comme toi, 88. Ouais, bah pareil. non, mais du coup, je l'ai pas. Mais je trouve qu'il est bon orateur et qu'il a des citations, en tout cas, qui aident à avancer. Donc, pour revenir du coup sur ton parcours, t'es allé en DUT. Donc t'es passé de élève moyen au bac, en gros. J'ai eu 10,03 ou 10,3, un truc comme ça. Passe. Vraiment, ça passe. J'ai eu le bac. Et heureusement, comme j'ai dit, que les matières scientifiques existaient. Sinon, j'aurais pas eu le bac, c'est sûr. Ouais, donc ouais, 10 Et 0. les coefficients aussi. Bien sûr, les coefficients associés. Et t'étais vraiment bon en maths ou? Ouais, alors vraiment bon, non, j'ai eu 15 en maths et j'ai eu 17 en physique. C'est pour ça que c'est ça qui m'a aidé. Mais c'est parce que j'avais mis toute mon énergie là-dessus. Ouais. Donc t'as validé ce bac. T'es passé de élève moyen, voire très moyen d'après ce que tu dis, à major de promotion en DUT. Comment, parce que t'es allé de quoi dans un DUT qui était scientifique d'entrée? Alors non, je suis parti dans un DUT qui s'appelle Génie électrique informatique industriel. Donc c'est un domaine que je connaissais pas du tout. C'est un ami qui m'a dit ouais, j'ai fait ce DUT, il est bien, vas-y. Moi j'étais paumé, je savais pas quoi faire. J'ai dit vas-y, on va essayer. Tu vois. Donc je me suis inscrit, j'y suis allé. Je connaissais rien en électronique, ni en électrotech, ni en informatique, tout ça, mais j'étais un bosseur. Moi, j'ai un schéma mental, c'est je bosse comme un fou. Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que je suis un gros bosseur. Du fait de mes difficultés, quand tu es dyslexique, t'as pas le choix. Quand tu as des difficultés, tu trouves des solutions alternatives. Et les solutions alternatives, pour moi, c'était le bachotage et la répétition. Et donc, ce que je faisais, c'est que en DUT, je prenais tous les examens qui avaient déjà eu lieu et je les refaisais plein de fois. Et comme je suis quelqu'un de logique, je comprenais la logique entre les exercices. Et donc, c'est ça qui m'a permis d'avoir des bonnes notes. C'est cette logique-là. Et, tu les apprenais par cœur? Je reproduisais les exercices et souvent les enseignants refont les mêmes avec des trucs qui changent un peu. Donc, c'est ça qui m'a permis de finir en première année dans le top 10 des élèves et après en deuxième année sur la promo totale, finir major de promotion. Bah, en quelque sorte, c'était un peu. Enfin, moi, c'est ce que je faisais en tout cas en classe préparatoire. C'était du par cœur tout le temps. Parce que les exercices, finalement, c'est la logique est tout le temps la même. Ouais, c'est ça. Comme quand tu prépares un examen, tu fais les 10-15 annales qui précèdent. Globalement, il y a une tendance quand même. Alors après, des fois, ils changent des sujets. Sur la philosophie, par exemple, ça peut être plus compliqué ou différent. Moi, je faisais pas de philo, donc. C'est ça. Après, et c'est ça qui m'a permis d'aller en école d'ingé, parce que l'école d'ingé, moi, j'ai fait une école d'ingé en alternance. T'as fait laquelle? J'ai fait l'ENSAM Paris.
Ensam, ok. Ouais, l'ENSAM, dans le 13e. Ok. Les arts et métiers. Ouais. Donc, j'ai fait l'ENSAM. Et L'Ensam et les arts et métiers, c'est la même chose? non, tu as les arts et métiers. Ok. Et Ensam, c'est. C'est les arts et métiers Paris-Tech. En vrai, tu as le CNAM, Ouais. Conservatoire Ouais, national ouais, des arts et métiers. ouais. Donc, ça, c'est le CNAM. Et tu as l'ENSAM, c'est école normale. Attends. NS supérieure des arts et métiers. École nationale supérieure des arts et métiers. Ok. Et celle-ci, elle fait partie du top. À l'époque où j'y étais, elle faisait partie du top 7 des écoles d'ingénieurs. Ouais, bah les arts et métiers, c'est costaud. Hein. Ouais, ça fait partie du top 7. Mais moi, je l'ai fait parce que j'ai fait en alternance. Je ne suis pas passé par le système concours Ok. post-prépa. Ok. C'était moi, sur dossier? C'était sur dossier. Ok. Et je suis rentré sur dossier parce que, comme j'ai fini major de promotion Mm. et que j'ai fait de l'alternance et que j'avais trouvé une entreprise, bah ça m'a aidé à rentrer dans cette Et école. tu faisais encore des fautes d'orthographe à ce moment-là ou Ah, ça... j'en fais toujours. Et bien sûr, j'en faisais énormément. Ouais, Et- bien sûr. mais la lecture, c'était beaucoup. Déjà bien mieux, c'était fluide ou. Oui, c'était fluide, mais à l'époque, je lisais toujours pas à haute voix en classe. C'était pour moi impossible de lire, même en école d'ingé. Soutenance d'école d'ingé, je suis parti vomir juste avant la soutenance Ouais. parce que trop de stress. Il y a encore cette scène. Bon, vas-y, je fais des révélations. Vas-y. Mais ouais, j'étais en alternance, donc moitié en entreprise, moitié à l'école. Et donc ma soutenance, je l'ai déjà avoir fait en en entreprise. Donc j'étais dans une grande entreprise. Et j'étais tellement stressé que dans la salle, c'est un peu comme cette salle, une salle de réunion, il y avait tous mes collègues qui étaient dans la salle pour que je prépare ma présentation. J'avais préparé les slides, j'attendais qu'ils arrivent. Ils ont commencé à rentrer et je sentais que ça montait. J'ai couru, je suis allé aux toilettes, j'ai vomi. Et je suis revenu et j'ai fait ma présentation blanc devant tous mes collègues. Après, donc quand je dis ça, c'est vraiment. Ouais. Et j'ai réellement vomi. Et ensuite, j'ai réussi à la faire le jour de mon examen. Mais il y avait aussi un passif parce que j'avais trop de pression lors de ma dernière année parce que j'étais tombé sur un tuteur qui était un peu, pas dire le mot. Un peu dur. Ouais, plus que dur. Il était parti un peu trop loin dans. Sur l'échiquier politique. Ouais, sur l'échiquier Ok, politique. c'est bon, on a compris. Et ce qui se passe, c'est que il avait tout fait pour pas que j'ai mon diplôme d'ingénieur. Ah ouais. Ouais, Attends, comme on a une contrainte de temps, faut qu'on fasse plus court, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé, j'avais un tuteur incroyable, super bien, c'est lui qui me recrute, ça se passe très bien la première année. Donc la première année d'école d'ingénieur, Ça se passe très on bien. est en, juste pour situer, on est en 2008 à peu près, 2009? Non, en 2010. Ah oui, 2010. Ouais, On est en putain, 2010, 2010-2011. Et parce que moi, j'ai eu mon diplôme en 2013. Et ça se passe très bien. Et la deuxième année, moi, je suis dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie. Et eux, ils ont une politique interne. Tous les 3-4 ans, tu changes de poste. Ok. Mon tuteur part. Et on doit me trouver un tuteur. Il cherche, personne ne voulait être tuteur. Il prend un gars qui n'est même pas dans mon service, qui est vieux de la vieille, qui est bientôt à la retraite. Ouais. Et qui vient en mode, je vais donner tout mon savoir à un petit jeune avant que je parte à la retraite. Tu vois. Ouais. Le problème, c'est que le gars, il était complètement à l'ouest. Je sais même pas ce qu'il faisait là. Et ça s'est super mal passé. Ça n'a pas matché du tout. Et il a commencé à faire toute une politique de dénigrement. Ouais, il est nul. Moi, faute d'orthographe. Ouais. Bon, mais les documents que j'entends étaient remplis de fautes d'orthographe. Et c'est vrai, Ouais. avec le recul. Mais bien sûr, mais bon, il fallait m'aider. Il ne Oui, fallait pas oui. m'enfoncer. Donc, jusqu'à... on a pas assez de temps. On a le temps. Si, vas-y, on a le temps. 30 minutes. On a le temps, là, on a On a 30 le temps. minutes. T'inquiète. Pour te dire, en fin de deuxième année, ils vont... Heureusement que je travaillais bien à l'école. Et que mon tuteur à école ne comprenait pas du tout ce qui se passait parce que sinon, j'aurais été viré. Et il disait, non mais ce que vous me décrivez de Mohamed, c'est pas le Mohamed que nous, on a à l'école. À l'école, il est au premier rang, il rend les devoirs, il est jamais absent. Ce qui est rare parce que d'habitude, c'est l'inverse. Ouais. Ça se passe très bien en entreprise et c'est le bordel à l'école. Et là, ils font quoi? Ils me mettent quoi? Ils me valident pas ma deuxième année, mais ils me laissent passer en troisième année en me disant, si tu valides la troisième, tu valides également la deuxième. Un truc un peu, t'as un couteau. Mais lié à l'entreprise uniquement. Oui, là, Parce que tes notes de l'année, c'était Ouais, suffisant mais pour valider. heureusement, j'ai validé l'école, mais il faut valider l'école et l'entreprise. En vrai, c'était comme si c'était Ok. 50-50. Donc, je valide l'école et en entreprise, on met validation si l'année 3 est validée. Ce qui est inexistant, ça n'existe pas, le truc. Et en troisième année, au lieu de me donner un sujet de fin d'études, ils m'en donnent 3. Et ils disent à mes collègues, parce que j'avais un collègue avec qui je m'entendais bien, vous n'avez pas le droit d'aider Mohamed.
Alors, si Mohamed vient vous poser des questions, vous n'avez pas le droit de l'aider. On veut évaluer son autonomie. Ok. T'es apprenti, t'es là pour apprendre. Ah bah, Et tu dis aux gens de pas m'aider et tu donnes 3 sujets. En plus, un sujet, tu devais développer une application. J'ai jamais fait de développement. Et 2 autres sujets super complexes. Je passe tous mes week-ends à travailler. Mais en vrai, moi, l'enjeu, c'était mon diplôme. Il fallait que je valide l'année pour avoir mon diplôme. Sinon, je retombais en première année et que mon diplôme d'ingénieur, c'était fini. Donc, je travaille les week-ends, je travaille les soirs. Je fais appel à tout mon réseau. Donc, je n'ai pas un gros réseau, mais dans ma famille, il y avait des gens qui pouvaient m'aider. Et donc, j'ai rendu le meilleur rapport que je pouvais rendre. Et à la fin, le jour pour valider mon année, comme en vrai, ils avaient factuellement aucun moyen de dire on ne peut pas le valider. Donc, ils ont dû le valider. Et pour te dire, ils ont utilisé ces mots. Mohamed, on te donne ton diplôme. Tu es ingénieur, mais à nos yeux, tu ne seras jamais ingénieur. C'est les mots qu'ils ont utilisés. Et je te promets que cette phrase, elle a résonné en moi pendant longtemps. Et quand j'ai sorti de là-bas et que j'ai cherché un taf, au début, heureusement que j'ai été recruté assez rapidement et j'ai eu de la chance. Et ben, tu arrives, tu te dis, attends, on va me donner des projets, je ne vais pas y arriver. Et je dis pas que j'ai eu que des personnes en termes de confiance. Et je suis arrivé dans une boîte où ça se passait super bien. Et directement, j'ai des projets à plusieurs millions d'euros. Gérer des chantiers à 3-4 millions d'euros avec des équipes. Et ça se passait super bien. Et ma manager, ma chef, elle m'avait dit un truc un jour, parce qu'elle voyait que je n'avais pas confiance en moi. Elle m'avait dit, Mohamed, si on te donne ces projets-là, c'est qu'on estime que tu peux le faire et que tu es capable de le faire. Sinon, on ne te donnerait pas ces projets. Et là-bas aussi, j'avais reproduit le même schéma mental. J'arrivais à 7h30 au travail, je finissais à 20h30. Tous les jours, pendant 1 an, j'ai fait que ça. Comme ton alternance. Comme mon alternance. Ma première année de staff, tu repars avec un passif et je faisais 7h30, 20h, parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur et je voulais absolument que mes managers m'approuvent et je voulais montrer que j'étais légitime. Donc, le seul schéma d'être légitime, c'était le travail. Donc, j'en faisais plus que tout le monde. 8h, 7h30, 20h, je rentrais, je mangeais, je dormais. Pour te dire, je rentrais, je mangeais, je dormais, je vivais chez mes parents. Je rentrais, je mangeais, je dormais. J'ai fait ça pendant quasiment plus d'1 an. Et c'est ça, après, qui a commencé à me faire ressortir un peu de confiance et me dire, attends, t'as quand même réussi à faire tout ça. Et après, j'ai fait un peu de théâtre aussi, ça m'a énormément aidé. T'étais pas comme aujourd'hui, il y a 10 ans, t'étais plus timide, beaucoup plus réservé. J'ai fait une formation il y a 1 an et demi. J'ai ramené un ami à moi d'école d'ingé, qui est un ami aujourd'hui à moi, qui est venu assister. Il m'a dit, Mohamed, je ne le reconnais pas. Et même, il a assisté à... J'ai des amis que j'avais en école d'ingé avant, quand ils me voient maintenant parler, quand ils me voient maintenant sur les plateaux, ils me disent, mais Mohamed, t'as un Mohamed d'avant et un nouveau Mohamed. Et effectivement, pour moi, il y a une grande transformation en 2019, le jour où j'ai découvert la lecture rapide. T'as découvert la lecture rapide en 2019 et t'es devenu vice-champion du monde en 2 ans. Il y a 4 ans, ouais. Et surtout qu'il a été vice-champion du monde en 2021 et 2023. Donc ça veut dire qu'en 2 ans... Ouais, effectivement. Mais parce que l'ascension, elle a été incroyable. C'est vrai que c'est... Mais alors peut-être que... L'ascension et tout a été incroyable. Avant de continuer sur ton parcours, il y a quand même quelque chose qu'on sent, c'est que le travail finit par payer. Effectivement. T'es quand même l'une des... En tout cas, d'après ce que tu nous expliques... C'est ta valeur travail, elle est prépondérante. En gros, aujourd'hui, tu as une réussite qui est assez exceptionnelle, fulgurante en plus, mais tu as charbonné pendant 30 ans avant. J'ai charbonné pendant 30 ans et le jour où j'ai découvert la lecture rapide, j'ai fait que charbonner. C'est-à-dire que moi, en vrai, j'ai de la chance d'avoir cette valeur travail et cette détermination. Tu n'as jamais de fatigue? Si, je suis très fatigué et tout, mais cette détermination et le fait de quand je veux quelque chose, je me bats comme un fou. En vrai, aujourd'hui, avec le recul, je remercie mon tuteur. Le tuteur qui m'a dit je te donne 3 projets et je vous ai pas dit tout ce qu'ils ont fait pendant l'année, je le remercie. Parce que s'il n'avait pas été là, et s'il m'avait pas fait vivre ça, j'aurais pas pu transposer ça dans d'autres projets de ma vie. Et tout ce que j'ai eu auparavant, c'est des choses qui ont construit la personne que je suis. Et évidemment. Donc, quand aujourd'hui, en 2019, je découvre la lecture rapide, que je découvre ces méthodes qui fonctionnent pour tout le monde et qui fonctionnent même pour des gens qui ont des graves difficultés et même des gens qui ont fait des accidents cérébraux, sur certaines personnes, je ne dis pas que ça révolutionne la médecine, mais des personnes qui ont pu avoir des accidents cérébraux, qui sont venues dans nos accompagnements et qui m'écrivent, il y a encore une semaine, je reçois un mail comme ça, dans ma boîte mail,
dans l'onglet contact, tu peux m'écrire « Bonjour, je vous écris ce mail uniquement pour vous remercier. J'ai acheté votre livre, j'ai fait un accident de voiture, j'arrivais plus à faire de calcul, j'ai perdu une partie de ma mémoire, du fonctionnement de mon cerveau. Aujourd'hui, je reprends confiance en moi. Il y a des choses simples que je mets en application. Ça fonctionne. Merci. » Donc, tu reçois des types de... Donc, ça fonctionne. Oui, c'est ta victoire, ça. Effectivement, c'est une grande victoire pour moi. Et bien, tout ça, quand je découvre les méthodes, mon acharnement et ma détermination, quand tu matches les deux, et ben, ça a fait qui je suis aujourd'hui. Et effectivement, il y a des gens qui me disent « Mais comment tu peux avoir autant de projets? Comment tu fais ça ?» Même avec le recul, des fois, je comprends pas. Je sais pas, moi, je fais juste ce que je sais faire, c'est mettre mon maximum d'énergie sur quelque chose quand je veux l'atteindre. Non, puis il y a deux choses. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup, mais surtout avec une grosse intensité. Avec une grosse intensité. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les bonnes méthodes. Donc avant, je le faisais avec les mauvaises méthodes. J'arrivais à m'en sortir. Quand tu as les bonnes méthodes, eh ben, ça aide encore plus. Moi, quand j'ai découvert la lecture rapide, c'est simple. On était plusieurs, on était une vingtaine dans les ateliers de lecture rapide. Eh ben, on a tout le monde peut le faire. Il y a une phrase que j'aime bien, tout le monde peut le faire, mais peu le font. On était une vingtaine dans ces ateliers. On était tous au même niveau. Moi, je suis même arrivé après, ils faisaient déjà de la lecture rapide. Moi, j'ai pris ça, je l'ai pris, je l'ai appliqué tous les jours, je lisais tous les jours des livres. Je me réveillais le matin à 5h du matin, je faisais le Miracle Morning. Je lisais de 5 à 7 avant d'aller au travail. J'avais eu mon premier garçon. Donc, je faisais ça le matin tôt, parce que comme ça, je pouvais aller travailler et ensuite m'occuper de mon fils le reste de la journée, le soir. Donc, les pauses déjeuner, je lisais, je l'apprenais, je me formais. Et ce qui s'est passé, on était une vingtaine. On s'est dit, il y a des championnats de France en octobre 2019. La lecture rapide, c'est un petit monde. C'est pas une fédération. La France, on est particulièrement bon ou... Ouais, on est très bon en France. D'accord. Il y a un bon contingent, on est très bon. Mais ce qui se passe, tu as des championnats de France et tout le monde peut s'inscrire. C'est-à-dire que tu n'as pas de départemental, national, donc tout le monde peut s'inscrire. Donc là... T'as combien de personnes, juste pour mettre des chiffres dessus, qui s'inscrivent au championnat de France? Au championnat de France, on est 150 qui vont. Tu payes 50 balles ou un Tu payes 50 balles, tu y vas. Okay. Après, dans les 150, tu as les 50 premiers qui sont là depuis, qui sont des vrais, qui font la lecture rapide depuis longtemps et qui pratiquent régulièrement. Des professionnels ou semi-professionnels? Il n'y a pas de pro, en vrai. Tout le monde c'est des gens qui lisent au moins un bouquin par... Voilà, c'est des gens qui lisent un bouquin par jour ou qui sont entraînés réellement pour les championnats. Les 50 premiers, tu en as 100 qui sont là pour se dire je lis un livre tous les 3 jours, tous les 2 jours, et j'y vais pour vivre l'expérience et vivre la transformation. Et moi, c'est là que j'accompagne parce que je leur dis, venez faire des championnats, vous allez voir que l'entraînement est ce que vous allez vivre pour arriver au championnat, ce qui va vous faire changer votre vie parce que vous allez vous mettre à lire régulièrement. Et en octobre 2019, il y a des championnats, et tous ensemble, on se dit, venez, on y va. Ok. Ah, donc t'as commencé en janvier ou en février? J'ai commencé en janvier, en février. Donc 6 mois après, tu y es. Je dis, on va y aller. À la fin, on est 2 à y aller, sur les 20. C'est pour ça que je dis, tout le monde peut le faire, mais peu le font. On est 20 à se dire, ouais, on y va, venez, on prend les billets de train, venez, on y va. On est tout chaud. Au moment où il faut payer l'inscription, ouais, je vais payer. Moi, je paye direct. Je me dis, il faut y aller. On est 3, on est 3 à le faire. Okay. À 3 réellement à payer. Ah non, mais je vais faire. Ah, mais les billets de train, c'est un peu cher quand même. Ah, mais il faut prendre un hôtel et de la logistique. Ah, non, parce qu'on est tous de Montpellier et on est 3 à y aller. J'y vais, je finis, je sais pas, 100e. Mais pour moi, c'était incroyable. J'ouvre une porte, j'ai la boule au ventre. Je vois des gens qui sont là avec des livres. C'est la première fois que je finissais un livre de 420 pages en 2 heures. Pour moi, c'était juste extraordinaire. 420 pages en 2 heures. Tu as été transcendé avec la compétition, tu as réussi à faire un score que tu n'arrivais pas... J'avais un score, j'avais jamais lu un livre de 420 pages. Ouais. Et encore moins en 2 heures. Et en plus, je comprends tout ce que j'ai lu. Je suis capable d'en parler. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va aller dans ta faveur. Je crois que je te l'avais déjà dit. Je ne sais pas si tu te souviens durant ton intervention. Il y a une période de ma vie où j'ai été le plus performant et de très loin. Mais je suis trop feignant pour m'y remettre. Et tu vois, peut-être qu'avec ce podcast, je vais m'y remettre à discuter de ça avec toi. Quand je suis arrivé en classe préparatoire, la prof nous a dit avant de venir, et moi j'étais déterminé au possible quand je suis arrivé en classe prépa, je me suis dit, il faut absolument que je prenne la plus grosse école possible, donc je vais tout faire pour bosser. Elle nous a donné 7 ou 10 livres à lire pendant l'été. Alors, je ne le lisais pas de manière rapide, mais je les lisais et tous les jours je passais. Alors, j'avais pas de méthode, mais du coup, je lisais 3-4 heures par jour tous les jours.
Eh ben, je peux te dire que pendant l'année qui a suivi, j'étais d'une performance mais extraordinaire. Intellectuellement, je crois que j'ai jamais été de nouveau à ce niveau. Des 7 livres comme ça, je pourrais Bien sûr. Il y en a un que je me souviens, par exemple, il y avait le parfum de Patrick Susskind, je sais pas si tu l'as déjà lu. Non, Il y avait Petit traité de religion de. Tu vois lequel c'est? Frédéric Lenoir, c'est ça? Ouais. T'en as plusieurs. Je pourrais les récupérer. Si tu les retrouves, je veux bien. Franchement, extraordinaire. Et alors, mais derrière, d'une performance, l'expression orale, le vocabulaire, mais un ensemble, une concentration, une capacité d'apprentissage, mais game changer. Hein. Moi, en faisant ça, donc moi l'été, je m'entraîne, je lis. Je ne m'entraîne pas comme je me suis entraîné les années d'après, mais je lisais un livre tous les 3 jours, tous les 4 jours. Pour moi, c'était déjà incroyable. Et le fait d'arriver dans cette salle, de lire, c'est un moment où je sors de cette salle, en octobre, que je me dis, je viens de vivre un moment extraordinaire. Et c'est en sortant de cette salle que j'ai ressenti le besoin de partager ce que j'avais découvert. Et c'est à ce moment-là que je crée mon association. Parce qu'au début, l'histoire... Donc, tu as une association aujourd'hui sur... Elle a été fermée. Et donc, en octobre 2019, après les championnats, c'est quand je sors de là-bas que je crée mon association. Je crée une asso en me disant, je vais partager ce que j'ai découvert. Et j'avais aucun but lucratif. Je ne pensais vraiment pas en faire un métier. Je travaillais dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie. Je ne payais pas l'électricité. Je suis cadre. Tu vois, tout le monde la connaît maintenant. Je suis cadre. Je suis bien. Je suis muté à Montpellier en plus. On me paye une grosse partie de mon loyer. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Toutes les bonnes conditions qu'on peut connaître de ce type de groupe. Pour dire, je coche toutes les cases. Métro, boulot, dodo. Ouais. C'est parfait. Le bon CDI, la sécurité. Il manquait juste le crédit. Mais moi, je ne fais pas de crédit. Il manquait juste le crédit pour être proprio. Et j'étais typiquement dans le schéma du bon français. La voiture, tout y était. Voilà. C'est parti. Mais moi, donc je ne fais pas de crédit. Ça, c'est une parenthèse. Dans ce schéma-là. Et je sors de là-bas. Je dis, il faut que je partage. Je ne peux pas garder ça pour moi. Donc, je crée mon asso. Je commence à partager, je fais des ateliers à 5 €, 10 €, 15 €, des ateliers gratuits. Association à but non lucratif. Oui, oui. Mais pourquoi je dis des ateliers à 5 pour payer la salle? Oui, bien sûr. Parce que, oui, c'est une association. Tu n'avais pas d'objectif financier? Non, c'est-à-dire que pour moi, j'avais toujours appris qu'il fallait quand même avoir un retour. Donc, je faisais des journées de formation à 49 € pour payer la salle. Et les gens venaient, ils me disaient, non mais... Ils avaient les croissants. C'était vraiment, ils vivent une expérience de ouf alors qu'ils ont payé 49 €. Mais moi, mon but, c'était juste de leur partager. J'allais à Avignon, j'étais accueilli, j'ai fait des ateliers pour des mamans, pour des enfants. Et tu te faisais connaître comment? Parce que tu étais arrivé 100e, mais c'était pas... Non, mais moi, j'avais fait ça. C'était les réseaux sociaux, c'était Instagram. D'accord. À l'époque, j'avais que Instagram. Instagram. Tu avais déjà un petit peu de monde ou... Alors, ces ateliers-là, c'est plutôt... Comme c'est de l'associatif, c'est un ancrage associatif. Tu utilises les assos qui existent. C'est-à-dire que moi, je connaissais quelqu'un à Avignon qui était dans un réseau d'assos et c'est elle qui va me voir. Elle me dit, Mohamed, voilà, je vois ce que tu fais. Est-ce que tu veux faire un atelier pour... Donc, je lui dis, OK, trouve-moi la salle, trouve-moi les gens. Okay. C'est juste 49 par personne. Tu te débrouilles. Moi, je viens et je fais ma journée. Donc, ce n'était pas moi qui faisais le... Okay. Moi, je faisais ça sur Montpellier. J'en faisais quelques-unes. Et de fil en aiguille, ça a pris. Je commençais à avoir plus de monde qui me suit, à me faire un peu connaître dans ce domaine-là. En 2020, le Covid... Moi, je vis les 3 meilleurs mois de ma vie. Franchement. Raconte. Non, mais parce que le Covid, pour beaucoup, c'est la dépression. Ouais. Moi, c'était C'était incroyable. J'étais chez moi. Je passais mes journées à lire, à me former, à apprendre. En vrai, pour beaucoup, c'était le choc. Moi, c'était le recueillement. Parle un petit peu plus proche du micro. Pardon. Excuse-moi. Non, y a pas de souci. Pour moi, c'était le recueillement. C'était des moments où... Une petite pause, petite parenthèse. Ouais, et à la fin du Covid, je me suis dit, c'est bon, j'ai envie d'arrêter mon salariat. Je me suis dit, et je voyais que ça commençait à prendre, et c'est à ce moment-là que je deviens triple champion de France de mind mapping. Ok, en parallèle. Donc tu faisais ça en parallèle? Tu as commencé en 2019 aussi, le mind mapping? Ouais, parce que souvent la lecture rapide et le mind mapping sont faits en simultané, même si moi je préférais ma discipline de prédilection, c'est la lecture rapide. La carte mentale, tu le fais en parallèle parce que quand tu apprends à lire vite, tu apprends à prendre des notes vite et à structurer tes idées. Donc je l'ai fait en simultané. Et je vais au championnat de France pour la lecture rapide, je finis 9e en mind mapping, je finis premier. En 2020. En 2020, donc un an. Donc c'est en juin, donc c'était en octobre, donc c'est 9 mois après mes premiers championnats de France. Donc en mind mapping, tu finis premier, tu passes devant des mecs qui font ça depuis 10 ans. Je passe devant des personnes qui font ça depuis longtemps, et moi j'avais comment ils vivent ça? Eux, je sais pas. Je sais pas comment ils vivent ça, moi je les connais pas. Mais moi, ce qui est sûr, ce que j'avais compris, c'est que la carte mentale, quand tu as des championnats, c'est connaître les règles. Et en vrai, il faut connaître les règles.
Quand tu commences une discipline, il faut découvrir les règles. Ça, c'est et clair. donc, moi, j'avais appris les règles par cœur et j'avais respecté les règles. Avec une touche, avec l'aspect artistique, mais j'avais super bien respecté les règles. Et c'est ça qui m'avait permis de gagner dans toutes les catégories. Et en lecture rapide, je finis 9 ou 10, je finis 9e. J'ai un peu la rage. Je m'étais entraîné en mode Covid, 3 livres par jour, tous les jours. C'était à fond. Et là, je me suis dit, OK, 2021, je reviens. Et en 2021... Petite question avant d'arriver en 2021. C'est les combien premiers qui participent au championnat du monde ? C'est que le premier, c'est que le champion de France qui va au championnat du monde ? Non, c'est pas que le champion de France. Là, pour le coup, les championnats... Alors, la particularité de ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020... Alors, si tu prends l'historique, avant, les championnats de France, les championnats du monde étaient organisés en Chine, jusqu'au Covid. Donc la Chine, c'est un peu le pays où il y a le plus... La France, on est quoi, top 5 des meilleurs pays ? On était... les tops, si tu veux un top, c'est 1 Chine, 2 Pakistan, 3 France, initialement. Okay. C'est là-bas où tout se faisait, et avec l'Angleterre. Parce que l'inventeur, et celui qui met en avant la lecture rapide, c'est Tony Buzan, qui est décédé en 2019. Donc, c'était les 4. Et Tony Buzan, il avait beaucoup de partenariats avec les Chinois, et donc ça se faisait là-bas, principalement depuis très longtemps. Et même les championnats de la mémoire, parce que les championnats de mémoire sont associés, souvent, ils se faisaient en simultané. Tu avais des championnats de mémoire, et dans la foulée, tu avais la lecture rapide et le mind mapping. En vrai, c'était au même moment. SCAD 2019. 2020, Covid, aucun championnat du monde. 2021, reprise des championnats du monde. Non, 2020, 2021, reprise des championnats du monde sans Tony Buzan, qui est mort en 2019. Et problématique logistique, la Chine qui ne va plus. C'était un peu compliqué. Donc, il y avait un petit sujet sur la Chine. Il y avait un petit sujet sur la Chine. Donc, à ce moment-là, en 2021, les organisateurs décident de faire des championnats en ligne. Donc, tu n'as plus à te déplacer. Okay. Et comme c'est en ligne et le même livre est traduit en plusieurs langues, ils décident de mutualiser championnat de France, championnat du monde et championnat d'Europe. C'est-à-dire que comme tout le monde participe, mais comme on va dire, tu peux être 15e mondial et numéro 1 français. Ouais. Okay. Voilà, tu peux être 15e mondial, numéro 1 français. C'est-à-dire que tu comprends le... bien sûr, je capte bien, mais du coup, la question que je me pose, c'est vous étiez combien à participer ? J'y arrive. C'est pour ça que je te dis ça, et c'est pour ça que pour répondre à ta question, c'est les combien qui participent. Là, c'était une année spéciale. Moi, je sais pas te répondre. Cette année, par exemple ? Non, t'as pas le... Ça a été aussi compliqué cette année ? Cette année, alors, 2023, ça s'est passé en Pologne. Ok. Donc, ça arrivait en Pologne. Les championnats de France en Pologne ? Non, les championnats du monde. Du monde, moi, ok. c'est le monde. C'est la problématique du championnat du monde. Ma question, c'était de savoir combien, initialement, mais c'est pas grave, on a dérivé, combien de personnes du championnat de France sont qualifiées pour aller au championnat du monde ? Alors là, t'as pas de règle définie. C'est plus un score, un temps qui te permet d'y aller, mais t'as pas... Effectivement, t'es pas comme dans telle discipline, t'as les 10 premiers qui peuvent y aller. On n'a pas assez d'historique et ils sont pas assez gros. Okay. C'est pas moi qui organise, ils sont pas assez gros pour avoir que les 5 premiers. 3 pour la France, 7 pour la Chine. Voilà, exactement. Okay. C'est pour ça que depuis 2023 et même 2022, t'as un gros contingent de Français qui est bien placé parce que on y va en masse, on fait partie de la première population des personnes qui participent au championnat. Okay. C'est nous qui sommes on va dire même majoritaires. Ouais. De ce fait, et comme il y a on va dire des gros acteurs, mais il y a plein de gens qui s'intéressent de plus en plus et que pour eux, les championnats, c'est un challenge qui fait qu'on a souvent des Français dans le top 10. On a beaucoup de Français dans le top 10. Ok. Des Chinois aussi, du coup ? On a, alors, c'est que depuis qu'on est passé en ligne, la Chine s'est retirée par le fait qu'on n'est pas chez eux. Ah ouais ? Ouais, Ils boudent. Voilà. on boudait. Cette année, il n'y avait pas de Chinois, il y avait des Pakistanais, des Turcs, des Sénégalais, il y avait plein de pays, mais il n'y avait pas de... C'est le même livre qui est traduit ? Ouais, c'est le même livre qui est traduit. Est-ce que certaines langues sont avantagées par le style, le nombre de lettres par mot, etc. Est-ce qu'un Chinois, de fait de l'alphabet qui n'a rien à voir, il est avantagé par rapport à un Français ou vice-versa ? Moi, à chaque fois que j'ai posé cette question aux organisateurs, ils m'ont toujours dit non. Moi, je ne sais pas te dire parce que je ne lis pas le chinois et je ne lis pas d'autres langues, je ne sais pas te répondre. Maintenant, si tu parles en anglais, en français, il n'y a pas d'avantage. Maintenant, entre le français et le chinois, on sait pas. Sûrement. Il faudrait demander à des bilingues. En fait, moi où je suis spontanément, je dirais peu importe qui est avantagé, mais je pense qu'on peut difficilement dire que c'est la même chose. Tu vois. Effectivement. Après, comme on évalue
la vitesse et la compréhension, les deux ont les mêmes problématiques de Faut compréhension. regarder le nombre de pages sur un livre chinois. Ça se trouve, c'est. Après, on est plus sur des signes là-bas. Ouais, On n'est mais pas, ça se donc trouve, il ils peut y ont avoir- que 50 pages ou je sais pas. Alors, Quand nous, on en a 200, je sais pas, mais. je sais pas très bon. Ok. Du coup, en 2021, tu fais le championnat du monde en ligne. Ouais. Tu es vice-champion, tu arrives deuxième. Yes. Vous êtes combien on est plus de 300 à participer. Ok. Plus de 300, 32 nationalités à participer. Et je finis vice-champion du monde en lisant un livre de 170 pages en 17 minutes. Pour moi, qui est juste. Et en ayant 16 sur 20. Pas pour que moi, pour toi, hein, pour nous aussi, c'est énorme. mais pour moi, Moi, tu me parles de trucs là, mon cerveau il comprend pas ce qui se passe. Moi, j'ai lu la préface peut-être. À ce moment-là. pour moi, c'est juste fou. En 2022, je ne souhaite pas participer. Je me dis que Faire voulais- mieux me préparer pour 2023 peut-être. Non, je n'avais même pas vocation à refaire les championnats. Pour moi, c'était bon. Je voulais plus faire les championnats. J'ai préparé une équipe. En vrai, ce que je fais, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent j'aimerais participer au championnat. Est-ce que tu peux nous accompagner? Est-ce que tu peux nous accompagner? Donc, ce que je propose, c'est Tu oui. deviens coach? Ouais, je deviens coach et je les accompagne. Et surtout, c'est pour les accompagner, ils doivent payer 300 € Mhm. pour que je les accompagne. Donc Mais tu c'est- crées ton business à ce moment-là? Non. Vous avez créé avant, mais pourquoi je paye Ok. 300 €? Ces 300 € sont reversés à des associations. C'est-à-dire que les 20 personnes que j'accompagne au championnat, mon but, c'est comme les championnats, c'est vraiment quelque chose d'une transformation, ce que tu vis. C'est pas là où je vais gagner mon argent. Donc, je leur dis, Encore aujourd'hui, tu factures 300 € pour accompagner des gens au championnat du ouais, monde. et je les garde pas, je les prends pas pour moi. C'est vrai- toi qui les sélectionnes. C'est parce que c'est uniquement mes élèves. C'est parmi tes élèves, tu C'est-à-dire que fais un concours entre eux et. je propose à mes élèves, il faut être élève de connaissances limitées, ouais. et si tu es élève de ma formation, si tu veux participer, la première année, j'avais fait ça gratuitement. Je me suis rendu compte que tous mes élèves, je leur ai dit, voilà, vous faites une présélection et je vous prends et je vous accompagne. Ce qui s'est passé, il y avait 30 personnes, à la fin, il n'y en a plus que 15. Et donc, je me suis dit quoi? Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Je me suis dit, moi, je fais ça gratuitement parce que pour moi, c'est une transformation. Tu vas pousser la personne à lire un livre par jour et tout. Donc, je me suis dit, OK, l'année 2, c'est 300 €. Mais moi, ces 300 €, J'y touche pas. je ne les touche pas. Je les donne à une association à Montpellier. Il y a une création d'école. C'est une école trilingue sur Montpellier. Et donc, l'argent est reversé à cette association. Et donc, je leur dis, tu viens, je te prends tes 300 € et je les reverse. Et ça te permet d'avoir un engagement quand même à Ouais. financer. Et au pire, si tu veux arrêter, au moins, tu as fait une bonne action, tu as donné 300 €. Et c'est comme ça que j'ai fait en 2022 et en 2023. Est-ce que ça a payé le fait d'avoir les 300 €? T'as les 20 qui sont allés en compète ou 18 Ouais. peut-être? Ouais, 18. Ouais. Ouais. 18. T'en perds toujours un Ouais, ou deux, ouais, ça, forcément. c'est- Ok. Et du coup, parce que tu as raison de l'évoquer, mais on va continuer l'histoire. On est passé un peu vite là-dessus. Tu as dit que tu souhaitais démissionner fin du Covid. Tu t'en es rendu compte. Mais à partir de quel moment tu as lancé du coup ton business? Effectivement, Et démissionner. j'ai démissionné. J'ai démissionné fin 2020. Réellement, en vrai, ce qui s'est passé, C'est allé très vite alors. en vrai, ce qui s'est Ok. passé, c'est que tout 2020, je faisais ça en association, Ok. l'associatif. Je cumulais ma vie de papa, ma vie de salarié et ma vie associative. Sachant que mon métier, il me plaisait de moins en moins. En dehors du fait que je cumulais les trois, bah, quand tu passes plus, tu kiffes plus ce que tu fais le week-end et le soir que ce que tu fais la journée, à un moment, tu n'es plus trop aligné. Et donc, j'arrivais à la fin de ma période de poste où j'étais, parce que nous, tous les 3-4 ans, quand tu travailles bien, tu es censé évoluer. Et on m'avait proposé un poste de management. Et je leur avais dit, bon, votre poste de management, j'en veux pas. Ce qu'on va faire, moi, j'ai la possibilité de faire une année de dispo. On m'a dit, vas-y, ben, j'en profite pour faire mon année de mise de dispo. Je crée ma société, je lance. Si ça fonctionne, c'est top. Si ça fonctionne pas, l'année d'après, je reviens et là, je ferai du management. Et Tu c'est prends comme ta dispo fin 2020? fin 2020 et le 1er janvier, je crée ma société. Ok, 1er janvier 2021. 21. 2021. Ok, 2021. Je crée ma société et parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent, la première décision que j'ai fait, c'est d'investir dans un mastermind à 25 000 €. Et je n'ai pas l'argent. Donc, je paye 2 500 € par mois dans un mastermind alors que je n'ai pas de trésor. Et tu sors d'où l'argent? 2 500 € par mois. Ok. Tu payes 2 500 € par mois. Après, j'ai réussi à le rentabiliser et donc à payer. Mais C'était c'est-à-dire lequel que... Comment C'était quel mastermind? Scalix. Donc, C'est Alec et Robin? ouais, exactement. Ok. Donc, je vais à ce mastermind, c'est-à-dire que je crée ma société. J'ai une prévision sur les 3 premiers mois, parce que je faisais des accompagnements à l'époque. Je prenais un groupe de 20 personnes que j'accompagnais pendant 2 mois. Et ce que je fais, à l'époque, je n'avais pas de formation en ligne et autres.
Et donc, je sais que ces personnes-là, j'avais recruté les 20. Je savais que j'allais avoir 20 personnes. Ils ne m'avaient pas tous payé, mais je savais que j'allais avoir tant de chiffre d'affaires. Et donc, je me dis, OK, j'ai tel chiffre d'affaires. J'en prends une grosse partie pour payer le premier mois du mastermind. Et je me dis, maintenant, à toi de te débrouiller. Tu as 1 an pour... Donc, ton CA, il permettait de payer le mastermind j'ai réussi à faire plus de CA que ça. Mais initialement, c'est ce que je pensais. Ouais. Dans ma tête, c'était... J'en ai beaucoup discuté avec ma femme. Je me disais, au pire du pire, même si je suis nul, même très très nul, je peux faire plus de 3 000 € par mois. Donc, au pire, je rembourse le mastermind, ça me paye la logistique, et dans 1 an, je retourne. J'aurais passé 1 an à kiffer. J'aurais essayé quelque chose. Et j'aurais essayé quelque chose. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Gérald, j'ai rencontré Jean, j'ai rencontré plein de personnes. A posteriori, est-ce que tu as été content de cet investissement ? Bien sûr, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. C'est le premier, et c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait, bien sûr. Parce que je suis arrivé, moi j'étais au niveau 0, et j'ai d'un coup, c'est comme si tu es en DH, ou même pas en national. DH, pour ceux qui connaissent pas le foot, c'est régional en gros. Ouais, tu es en régional au foot, et d'un coup, Ligue des Champions. On te met en Ligue des Champions dans la thématique dans laquelle tu es. Et donc toi, tu arrives, et tu as des discussions de gens qui disent ouais, voilà comment on va faire pour gagner la Ligue des Champions. Ils vont parler de stratégie, ils vont parler... Et toi, tu es encore en train de te dire... De fenêtres, de machin. Et je me rappelle des conversion. Je me rappelle des premiers cervocaux. J'arrive à un cerveau collectif. Ils font la première réunion, ils me mettent dans un cervocaux. Et ils me parlent de juste copywriting, landing page, tunnel de vente, closing, LTV. Ils utilisent des mots. Ouais, tu vas faire ça. Moi, je les regardais, j'écoutais. Mais ils parlent chinois, là, c'est quoi leur délire? Et surtout, j'étais content parce que j'avais mis en application un des enseignements que j'avais appris dans les livres. Et c'est aussi dans les livres, c'est en lisant que j'ai appris ça et que c'est pour ça que j'ai mis cet argent-là et que j'y suis allé. C'est que faut que tu sois la personne la moins intelligente de la salle. Et donc, dans cet endroit-là, j'étais la personne la moins intelligente ou qui en connaissait le moins. Et j'avais cette envie d'apprendre. Et ce qui m'a fait réussir, c'est que, à la différence de plein d'entrepreneurs qui étaient là ou qui sont ailleurs, ils écoutent, mais ils ne passent pas à l'action. Et moi, j'écoutais, je mettais en action. J'écoutais, je mettais en action. J'écoutais, je mettais en action. J'avais pas... Et donc, tout ce que j'avais appris, je l'avais mis en action dans l'année. Et on faisait des rencontres, je ressortais to-do list, mise en application. Il fallait que ce soit mis et que dans les 3 mois d'après. Et donc, en 1 an, j'ai fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que des personnes qui étaient là depuis 5 ans dans la thématique. Parce que, et surtout, une des choses qui m'a le plus caractérisé, c'est que je ne faisais pas ça pour l'argent. C'est que moi, j'ai toujours fait ça, même si, pas ce mytho, l'argent, ça fait plaisir, tu gagnes de l'argent. Mais j'ai toujours eu comme indicateur, non pas le CA, mais le nombre de personnes que j'ai impactées. Et aujourd'hui, c'est aussi un de mes plus grands indicateurs. Je ne réfléchis jamais en termes d'argent, je réfléchis toujours en termes de vie ou de personnes qu'on a changées, qu'on a aidées, qu'on a transformées. Et c'est ça mon seul focus. Tout à l'heure, tu as vu, t'es ensemble, la question que j'ai posée à une personne qui passait en notre site, c'était quoi? C'était de lui demander est-ce qu'il était aligné avec ce qu'il délivrait et la valeur qu'il délivrait à ses clients. Pour moi, le plus important quand tu fais tellement d'accord, mais tellement. On en a discuté avec Erwan. D'ailleurs, quand tu as posé la question, j'ai trouvé ça plus que pertinent parce qu'avec Erwan, tu vois, on voulait faire de la formation en immobilier, on proposait, etc. On n'était pas, en tout cas, moi, pour parler pour moi à minima, j'étais pas aligné avec ça. Et c'est aussi pour ça que je me suis recentré particulièrement sur le clé en main parce que là, on est payé au résultat. Et donc, si on ne trouve pas le bien que les gens cherchent, on n'est pas rémunéré. Et ça me va très, très bien. Parce que du coup, concrètement, à la fin, ils ont un bien immobilier qu'ils peuvent mettre en location avec la stratégie locative qu'on leur a recommandée ou une autre. Mais in fine, ils ont vraiment un bien immobilier. Et pas uniquement de l'information qu'on peut donner comme ça. Et on sait pertinemment, en tout cas nous, en formation immobilier, que malheureusement, sur les 100 personnes qu'on peut avoir, c'est 5%. Voilà, c'est très faible les personnes qui vont justement appliquer. Effectivement, alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a aussi un autre sujet dans ce que tu viens de dire, c'est que parce que pour ceux qui vont nous écouter, il ne faut pas qu'ils tombent dans l'immobilisme en me disant et le perfectionnisme, parce que c'est un des sujets qui bloque beaucoup de personnes. On ne fera jamais quelque chose de parfait. On va toujours évoluer. Mais ce qui est important, c'est de mettre son client, et dans mon cas de figure, mon élève, comme la chose la plus importante, la personne la plus importante de ton système. Ouais. Et donc lui donner un maximum
de contenu, promettre moins, délivrer plus. C'est cette notion qu'on connaît dans l'infoprenariat ou dans l'entrepreneuriat. Tu promets moins et tu délivres plus. Et ce qui se passe, c'est que tu auras toujours des personnes qui n'iront même pas dans l'espace membre. Ils ont acheté de manière émotionnelle, ils n'iront même pas dans l'espace membre. Jamais. Et qui ne suivront pas. Mais toi, tu sais que s'il était allé dans l'espace membre, il aurait eu le résultat. Après, moi, pour te dire, je suis allé jusqu'à quoi ? Je suis allé, et dans le domaine de l'infoprenariat, je crois que je suis un des seuls à le faire. Toute personne qui achète ma formation reçoit un appel d'une personne. Je paye une personne tous les jours pour qu'elle appelle tous mes nouveaux clients et qu'elle passe une demi-heure avec tous mes nouveaux clients juste pour lui dire « Félicitations, tu as bien acheté, c'est quoi tes objectifs, pourquoi tu nous as rejoints, vas-y ». Et sur un produit à mon prix. Ça, c'est des choses qui existent sur des produits à 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Mais sur un produit comme le mien, mass market. Alors, aujourd'hui, quand je vends en promo, ma formation, elle est à 697 euros. Quand je la vends en promotion. Donc, ça m'arrive de la vendre en promo. Et sinon, sur mon site, je la vends 2091 euros. Mais ce n'est pas une formation, c'est un accompagnement. Sur 6 mois. Et des fois, on va jusqu'à 1 an. C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent au sein de Connaissances Illimitées, ils ont une formation en ligne qu'ils vont suivre, un contenu qui est le socle de base. Et ensuite, ils ont une rencontre tous les vendredis où on est là, où on va faire soit des coachings thématiques, soit des sessions questions-réponses, plus une masterclass par mois qui est réalisée par moi-même sur une thématique, une expertise, plus la possibilité de nous poser des questions à tout moment, on répond. Un Telegram, je montre mon Telegram tous les jours, on a je ne sais pas combien de messages avec des groupes. Et donc, ce n'est pas juste une formation, tu prends la formation, tu vas faire ta vie, mais c'est vraiment un accompagnement. Okay. Et c'est ça que la différence. Et aujourd'hui, quand tu vends un accompagnement sur 6 mois à 697 euros quand c'est en promo, je mets au défi n'importe quel infopreneur ou quelqu'un me dire ouais, je connais des gens qui proposent 6 mois d'accompagnement pour. Ça fait un peu plus de 100 euros le mois d'accompagnement, avec des rencontres chaque semaine, la possibilité de poser tes questions 24/24. Là où toi, tu as pris le risque, pour rappel, de mettre 2500 d'entrée. Alors, je ne sais pas si j'imagine un service différent, mais en tout cas... C'était un service... Franchement, la seule différence, c'est qu'il y avait des rencontres mensuelles physiques, trimestrielles physiques, et encore, tu payes ta logistique. Donc, en vrai, tu as la rencontre, mais toi qui payes l'hôtel, qui paye tout. Là, il n'y a pas l'aspect physique qui est intégré. Et oui, c'était 2500 euros par mois pendant 10 mois. Ouais. Donc, toi, là, tu es à 100 euros par mois. Ouais, je suis à 100 Alors, euros. c'est pas pour les mêmes objectifs, mais en tout cas, c'est des objectifs qui sont ceux que les personnes souhaitent lorsqu'elles les intègrent. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis complètement aligné par le prix que je la vende à 700 euros, 697 ou 2091. Je suis complètement aligné avec les deux prix. Parce que des fois, je la mets en promo pour permettre à tous ceux qui n'ont pas forcément les moyens et qui aimeraient aussi en profiter de pouvoir nous rejoindre. Mais régulièrement, il y a des gens qui achètent à 2091 et d'autres à 700 et je suis complètement aligné avec ça. Est-ce que tu sais aujourd'hui, sur 100 clients, combien tu impactes, parce que c'est important pour toi tu as à peu près une idée? Combien de pourcentage des élèves vont passer à l'action que tu as vraiment impacté, ou il y a vraiment quelque chose, un résultat Alors déjà, moi la particularité que j'ai mis en place, c'est que tu prends un accès, mais c'est pour la famille. Donc souvent en coaching les vendredis, tu as le papa, la maman et les enfants. Ouais, à la Netflix d'avant. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que... Donc tu es en train de nous dire que quand tu fais payer 697, tu ne fais pas payer pour une personne, tu fais payer pour une famille. Pour une famille. Et encore, je suis le seul à le mettre sur le marché. Et quand je fais des masterclass, je le dis publiquement à l'oral. Tu prends ma formation. Si tu as ton meilleur pote, ta copine, ton cousin qui aimerait suivre la formation, tu lui donnes tes accès, il peut regarder la formation avec toi. Et il vient avec gentillesse. Pourquoi je fais ça? C'est hyper intelligent parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens le font. Alors, quoi qu'il arrive, les gens le font comme ça, ils peuvent le faire naturellement. Et je me dis, ceux qui viennent, ils le suivent pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Parce que pour toutes les personnes qui ont pris et qui n'ont pas suivi, bah, ça me fait plaisir. Et si dans cette personne-là, elle a suivi, elle a kiffé, eh ben, j'ai apporté ma contribution. Et elle se rappellera de moi. Et dans 6 mois, dans 1 an, elle dira, j'ai suivi la formation. Et je vais dire, c'est filmé. Moi-même, j'ai fait ça. Quand j'ai commencé, je n'avais pas les moyens de m'acheter toutes les formations du marché. Mais moi, je les suivais. Et donc, effectivement, dans les CGV, dans les conditions, tu n'avais pas le droit. Mais j'allais voir mon pote et je dis, toi, tu l'as acheté, vas-y, donne-moi les accès. Je vais la suivre. Et moi, je la suivais. Tu l'as poncé plus que ton pote qui l'avait acheté. Je l'ai poncé plus, je l'ai regardé plus que mon pote qui l'avait acheté. J'ai suivi des formations de personnes qui l'avaient acheté depuis 1 an et qui ne l'avaient pas regardé. Je l'ai regardé une fois, 2 fois. C'est toi qui validais les... Et je l'ai regardé 1 fois, 2 fois. Et je me dis, si la personne elle est bonne, bah, elle sera plus contente d'avoir une personne qui a suivi et qui a mis en application, qui s'est transformée, qu'une personne. Maintenant,
quand je dis ça, je cautionne pas les scammers, ceux qui prennent ton contenu pour aller le vendre à 49 Ouais. balles, ou qui le prennent et qui le mettent gratuitement sur YouTube ou autre. Ça, c'est pas du tout ce que je dis, et c'est hors la loi, et c'est du vol. Quel que soit le contenu, si la personne a fait du contenu de qualité, tu vas pas le voler pour le vendre à 49 balles. Et la personne qui achète ça 49 €, je trouve ça pire que de le prendre gratuitement de ton pote, parce que c'est vraiment deux sujets différents. Bien d'accord. Bah oui, tu m'étonnes. Juste petite question parce que ça m'intéresse. 2019, tu rencontres la lecture rapide. Je vais te poser 2 questions en même temps. 2 grandes questions. Et juste, je me permets, je crois qu'il nous reste 20 minutes. Ok, bah Donc, voilà. Donc on va être parfait. 2019, tu rencontres la lecture rapide. Tu nous as dit que tu l'avais rencontré dans un atelier, mais j'imagine pas au hasard. C'est quoi? C'est un prospectus? C'est ma première question. Vas-y. Et ma deuxième question, comment tu rencontres l'entrepreneuriat? Parce que finalement, tu commences à faire ton association, mais de là à ce que ça en devienne une pleine activité, est-ce que tu as quelque chose qui fait que tu t'es parti à Scalix, qui est quand même l'un des masterminds les plus connus en France? En tout cas, à l'époque, à l'époque, comment tu fais pour avoir ces 2 changements de vie en 2 ans, quoi. Alors que 30 ans avant, pendant 30 ans auparavant, tu suivais, je dirais, les rails classiques. Alors, il y a deux choses, il y a plusieurs choses. L'atelier de lecture rapide, c'est ma femme. Moi, je suis marié, j'ai un enfant. On arrive à Montpellier. Après 1 an sur Montpellier, tu connais personne, tu n'as pas d'amis et autres. Et ma femme suivait une personne sur les réseaux sociaux qui faisait des ateliers gratuits sur Montpellier de lecture rapide. Et le gars, super motivant. Quand tu parles de lecture rapide, tu associes ça souvent avec un peu du développement, du dev perso. Et elle me dit, moi, je discutais avec elle et je disais, j'aimerais bien trouver des ateliers, des trucs à faire pour rencontrer du monde. J'en ai marre, un peu métro, c'est pas métro boulot dodo, mais vélo, maison, mon fils. Et tu n'as aucune relation sociale. Et donc, elle voit ça, elle me dit, ce serait bien que tu y ailles. Je lui réponds non, naturellement. Qu'est-ce que tu veux faire dans un atelier de lecture rapide? Moi, je lis pas, j'aime pas la lecture. Laisse-moi tranquille. Avec l'historique qui est le tien, avec l'historique qui est le mien, je lui dis non, j'irai pas. Elle insiste. Au bout de 2-3 semaines, elle m'inscrit. Et elle me dit, c'est bon, je t'ai inscrit. Et je te le jure, on retrouvait la dernière fois les screenshots de la discussion qu'elle avait eue avec le gars. Elle s'inscrit à ma place. Et elle dit, oui, bonjour, j'ai inscrit. Ma femme s'appelle Mathilde. C'est pas moi qui viendra. C'est pas Mathilde, mais c'est mon mari qui s'appelle Mohamed. Je l'ai inscrit à ma place. Bon, on va dire pour que... J'y vais en disant je vais pas y aller. C'est un dimanche après-midi. Moi, dimanche après-midi, c'était canapé, sieste et télé, Netflix. J'y vais et là, je me prends une claque de fou. C'était un peu comme si je tombais dans un autre monde, dans un monde parallèle. Tu vois, des jeunes, 25 ans, 22, 30, 35, entrepreneurs, étudiants, commence à me raconter des trucs de ouf. Ouais, tu vas pouvoir lire un livre, comprendre tout ce que tu lis. Moi, j'ai lancé ma boîte. Moi, il y avait un gars qui était retraité, c'était un militaire qui était à la retraite, qui était aujourd'hui conseiller immobilier et dans l'investissement. Il me dit, ouais, tu pourras faire... On raconte des trucs de fou. Je me dis, où je suis là, c'est quoi? Vous êtes des mythes, c'est pas possible. Et donc, je rentre chez moi en me disant à ma femme, mais c'est où tu m'as envoyé, entre guillemets. Moi, je pensais tomber sur des geeks de la lecture avec leur petit verre de vin rouge, en train de boire et lire du Victor Hugo ou du Balzac. Je vais acheter une pipe et des petites lunettes sur le nez. Là, rien à voir avec tout ça. Et là, je me prends vraiment une claque de fou. Et moi, quand j'apprécie quelque chose, je suis assidu. En vrai, c'est ça. Ouais. Donc, j'y vais tous les dimanches. Ça commence à créer ma routine. Je vais les dimanches. Et je dépasse des personnes qui étaient là avant moi. Qui étaient là, qui faisaient, mais qui appliquaient pas. Tu sais, ils étaient là, c'était le moment entre potes, mais donc moi, j'étais super assidu. Et de fil en aiguille, donc il y a les championnats et autres. Et comment je me lance un peu dans l'entrepreneuriat? C'est parce que cette association, là, je disais tout à l'heure, de création d'écoles sur Montpellier, avait besoin d'argent. Et un des fondateurs voit ma détermination, mon énergie que je mets dans les ateliers. Et j'ai toujours eu ce besoin de partager. Donc même les gens qui arrivent dans les ateliers, c'est moi qui leur explique et tout. Il me dit, vas-y Mohamed, ce qu'on va faire, on a besoin de faire... on faisait un brainstorming, donc comment trouver de l'argent pour l'association. Et une des solutions, c'était, venez, on fait une formation qu'on fait payer, mais l'argent est reversé à cette association. Okay. Et là, ils disent, mais qui va faire cette formation? Tout le monde me regarde. Vous êtes sérieux là? Qu'est-ce que vous me racontez? Si Mohamed, je pense que ce sera toi, ce sera la bonne personne. Je dis non, c'est pas possible. Si ce sera toi, on sent que tu es fait pour ça, vas-y, tu la feras. Je dis c'est un truc de ouf. Vous me dites que dans un mois, en plus il y avait un mois, dans un mois, vous me dites que je vais être devant 30 personnes, non c'était 20,
20 personnes et je vais faire une formation d'une journée sur la lecture rapide, alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis pas formateur et j'ai jamais de contenu. Et ils m'ont mis coupé aux fesses, ils m'ont dit vas-y. Et j'ai passé un mois. J'avais pas une seconde de libre où j'étais pas en train de me former, lire des livres sur comment expliquer aux autres ce que j'avais compris de manière ludique et simple. Et donc j'ai pondu une formation un mois. Tu l'as vulgarisé au maximum. Je l'ai vulgarisé au maximum, expliqué la lecture pour les nuls, entre guillemets. C'était comme qu'est-ce que moi j'ai utilisé pendant cette année, pendant ces 6 mois, vulgarisé au maximum pour le partager. Et pour te dire, une des élèves qui est venue à cette formation, c'était en octobre 2019. Donc à la fin, c'était fin octobre 2019. Une des élèves qui est venue là, aujourd'hui, elle fait toujours partie de mes élèves. Elle est devenue triple championne du monde de mind mapping en 2023. Elle est en doctorat de neurosciences. Elle voulait arrêter les études en master. Et elle a même accompagné une partie de mes élèves au championnat du monde. Parce que, et je l'ai découvert où? Lors de cet atelier que j'avais fait gratuitement. Et pour te dire, cette élève-là, elle est revenue 1 an après à mes ateliers et elle a même ramené sa mère pour se former. Tu vois, cette journée-là, et c'est des personnes que j'ai rencontrées lors de cette journée qui sont une journée vraiment... Un déclic. Et en sortant de cet atelier, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai vécu? C'est ça qui m'anime. C'est ça qui m'anime et c'est ça que je voulais faire. Et je me suis dit, je vais continuer à le faire. Et c'est comme ça que c'est à la fin de cet atelier que j'ai créé mon association à moi. C'est à ce moment-là que... En vrai, c'est en sortant de cette formation que je crée réellement ma association. Parce que je ne savais pas qu'on allait rentrer autant dans le détail, que j'ai créé mon association réellement. En sortant des championnats, je me disais qu'il fallait que je les crée. Là, en faisant cet atelier, je me suis dit, c'est bon, j'ai créé mon association, c'est validé. Et là, j'ai commencé à partager ça gratuitement pendant 1 an, plein de contenu. Tu as des problématiques, tu as un compte Instagram, tu as 0 personnes. Tu as toutes les problématiques de tous les créateurs de contenu. Ouais. Et là, aujourd'hui, je suis presque à 100 000 personnes sur Insta. Ouais. C'est pas incroyable, mais... alors, attends, sur ta thématique en plus. Tu vends pas des maillots de bain, tu vois, tu vends la lecture rapide. Pas que, mais je vends les techniques d'apprentissage. C'est colossal. Effectivement. Et c'est comme ça que j'y vais. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'anime et c'est ça qui me réveille tous les matins. Et c'est pour ça que je fais ça. Et je sais que le bien que je fais dans ma contribution dans la société. Aujourd'hui, je contribue et j'ai plein d'amis qui sont ailleurs, qui partent, qui vont dans d'autres pays et tout. Et moi, je suis très bien en France. J'aime ce que je fais. J'aime rester ici et j'aime contribuer au fait que ce monde soit meilleur et à rendre ce qu'on m'a donné, entre guillemets, parce que aujourd'hui, il y a trop de gens qui ont besoin de tout ça. Aujourd'hui, ça a du sens. Ça a du sens et je continue et j'ai vraiment, et c'est ma mission, que la méthode Boclé et ce que j'enseigne soit intégré au sein de l'éducation nationale et un peu partout. Je ne sais pas à la date où vous allez sortir cet épisode. Vous le sortez quand? Dans 3 semaines. Ouais. 3 semaines, on sera début octobre. Ouais, début octobre. Ah, donc non, je peux pas. J'allais vous donner une info incroyable. Sinon, on peut sortir un peu plus tard. Non, elle sera pas encore sortie. Si ça sort, non, on va pas. Okay. Elle sera pas encore sortie. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez le suivre sur Instagram, Mohamed, et tu auras. Voilà, comme ça, vous aurez les infos. Le 10 octobre, c'est le jour de mon anniversaire, et vous verrez. Il y a une info de ouf. J'ai une annonce de ouf. Ok. Bon, trop cool. Trop cool. Jamais fait, jamais vu. On sera les premiers. C'est la question fatidique. On va arriver sur la question fatigue, mais alors avant quand même, parce que tu nous l'as dit rapidement off, mais aujourd'hui... Combien de clients? Combien ou de personnes que tu as pu accompagner en comptant, on peut même compter l'assaut, parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Globalement, tu as impacté combien de personnes selon toi? Aujourd'hui, on a accompagné plus de 10 000 personnes. Depuis que j'ai créé l'association, à aujourd'hui, on a accompagné... Entre l'association et ton entreprise, c'est plus de 10 000 personnes que tu as pu accompagner au total. Entre toutes les personnes qu'on a accompagnées gratuitement, ceux qu'on a accompagnés quand on a créé ma société où je vendais ça à des prix de concurrence et l'évolution au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 000. Et depuis quand tu en vis? Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, la première année, quand j'ai créé ma société, je me rémunérais rien. Ouais. C'est-à-dire que j'avais basé ma stratégie, c'est je prends, je réinvestis quasiment tout ce que je gagne. Et effectivement, en 2022, j'ai commencé à en vivre. Tu as pu en vivre, tu as décidé de quitter ton boulot, du coup, suite à ton année sabbatique. Voilà, exactement. Et tu as pu commencer à te rémunérer dès cette année. Ok. Félicitations, parce que déjà, en fait, c'est un marché où je pense que tout le monde se dit, déjà, ils ont découvert que ça existait. Ils ont découvert un marché, ouais. Non, ils ont découvert avec toi. Ils ont découvert avec toi. Parce que les gens te connaissent maintenant. Ils se sont dit, et en plus, on peut gagner de l'argent, devenir entrepreneur grâce à
à quelque chose qu'on connaissait même pas. Et franchement, je trouve que Ouais, c'est assez et qu'on vienne pas nous dire qu'il n'y a pas de marché, parce que Mohamed, il a quand même créé Ah, un mais marché où il y avait, au niveau mondial, 300 inscrits sur la lecture. Alors, pas la lecture Championnat. rapide, mais au Ouais, championnat. non, mais- Mais Championnat, du coup, c'est un marché, je sais pas, où, avant que tu interviennes dedans, c'était quoi en France? C'était peut-être 20 000, 30 000 personnes qui étaient Ouais, impactées. en vrai, ce qui se passait, c'est que moi, j'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai mis. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui étaient là avant, qui étaient là depuis bien avant moi, et qui ont commencé cette démarche, Qui avait Donc, moins de notoriété quand même. qui avaient moins de notoriété. Aujourd'hui, Effectivement, t'es la personne qui a le plus de notoriété en oui, France. j'ai sur eu le de la sujet. chance avec le passage des passages médias et tout. Ce qui s'est passé, c'est que il y a des personnes qui étaient là, qui ont fait du bon boulot et qui continuent à faire du bon boulot. Et ça, effectivement, moi, j'ai eu la chance de faire un livre qui a un bel accueil et qui m'a permis de passer dans les plus beaux plateaux télé. Et je remercie tous les médias qui m'ont accueilli. C'est quoi Pour- ton expérience d'ailleurs, très rapidement là-dessus? Je sais pas quoi dire en vrai. Cette expérience, c'est que tout est différent. Tu vas avoir des médias qui vont te préparer, envoyer les questions. Il est sympa, Yann Barthès, ou pas? Il est ça, ma super question. sympa. Il est sympa. Il est super sympa. Mais celui-là, c'était mon premier. Mon premier média. Quand je dis premier, non, j'avais déjà fait Combini et Click un an avant, mais médias pour la promo de mon livre. Spécialisé web. Ouais, mais pour mon livre, c'était mon premier. Et c'est stressant, bien sûr, c'est super stressant. Tu connais pas les questions. Surtout, c'est que tu connais aucune question. Tu arrives, tu t'assois et tu découvres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je sais pas dire être bon, je sais pas si je suis bon, mais surtout, tu sais pas du tout ce qu'on va te poser. Préparer à beaucoup de choses. Et pour le coup, ils sont pas comme nous avant le podcast, à savoir s'il y a des sujets ou pas. Eux, ils vont là où ils veulent. Ils vont là où ils veulent. Mais par contre, bon, je te trouve très élégant de dire il y avait des gens avant moi, etc. Moi, spontanément, quand j'entends ton histoire, je vais te comparer à un Stéphane Plaza qui a vulgarisé, mais dans le bon sens du terme, Bien sûr. à un Cyril Lignac, une Valérie Damido, tu vois, qui va. Il y avait des gens avant, il y avait des choses qui existaient, mais toi, tu l'as rendu accessible à des gens qui n'étaient pas la cible de base. Bah, c'est exactement ce que je cherche à faire. Et aujourd'hui, moi, j'enseigne pas la lecture rapide. Déjà, j'enseigne des techniques d'apprentissage. Parce qu'on parle souvent de lecture rapide parce que c'est le plus impressionnant et que c'est en lien avec notre éducation de l'école, faut Puis lire parce que et tout le monde sait lire. Parce que tout le monde Enfin, sait lire. Et moi, j'enseigne tout le des monde. techniques d'apprentissage, techniques de mémorisation, méthodes de prise de notes. C'est ça que j'enseigne. Et surtout, moi, ce que je donne, c'est l'outil pour l'atteinte d'un objectif. C'est-à-dire, toi, tu as une problématique et moi, je te donne la solution, l'outil qui va te permettre d'atteindre ton résultat. Tu veux reprendre les études, tu veux avoir une évolution professionnelle, tu veux être plus cultivé, tu veux aider tes enfants. C'est ça. Et moi, je vais te donner les outils. Et c'est ça qui a fonctionné. Parce que moi, dans mon marketing, c'est pas la lecture rapide. Effectivement, je l'utilise comme branding, je suis vice-champion du C'est monde. l'offre. C'est l'offre, mais pas la promesse. Voilà, exactement. Et donc, ça, c'est la solution que je donne. Et effectivement, tu m'as comparé avec des super bons noms incroyables. Et j'espère qu'un jour, je pourrai être comme eux et que je pourrai démocratiser à la télé ou ailleurs ce que j'enseigne aujourd'hui. Ce serait juste incroyable. J'y suis encore très loin. Mais mon objectif, aujourd'hui, les gens savent que la lecture rapide existe. Et beaucoup de personnes Exactement. ont entendu. Des gens savent que le mind mapping existe, des techniques de mémorisation existent. Et donc, même si je pars, je pense que grâce à moi, il y a des millions de personnes qui ont entendu parler, ne serait-ce qu'une seule fois, de ça. Mais complètement. Moi, quand j'étais en classe préparatoire, je cherchais une technique pour progresser en lecture rapide parce qu'il y avait justement tous ces bouquins dont je t'ai parlé. Et la seule personne que j'avais trouvée, c'était un mec qui donnait une formation et qui venait d'HEC Paris et qui avait parlé, tu dois peut-être le connaître, et qui avait parlé un petit peu de lecture rapide. Mais c'était à la marge et les tips que j'ai essayé d'appliquer. Et quand je te dis il parlait de lecture rapide, c'était 1 ou 2 pages sur un bouquin. Ouais. C'était pas quelque chose de complet. Et c'est dommage. Et ça, c'était en 2018. Et aujourd'hui, je trouve c'est cool que j'en suis là et que d'autres personnes aussi font comme moi et essayent de faire comme moi et qu'on démocratise. Et j'espère qu'un jour, il y aura encore plus de personnes qui le font. Exemple, les coachs en perte de poids, il y en a plein. Et c'est plein qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui en ont besoin. Et donc, le jour où il y aura plein de gens qui formeront à la lecture rapide, ça veut dire qu'il y a un marché et qu'il y a des transformations. Et après, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est super. Et ceux qui voudront être avec moi viendront avec moi et ceux qui voudront être avec d'autres personnes iront avec d'autres personnes. Mais aujourd'hui, on n'est pas assez. Est-ce que tu en as qui sont venus sur le marché depuis que tu l'as lancé? Je pense, suivant. Il doit y avoir. Oui, il y a des. Est-ce que tu en connais un? T'en connais un qui fait la même chose que toi aujourd'hui? Qui forme à lecture rapide? Oui, Ouais. je connais des Il y en a concurrents. Ok. Il y a déjà les gens qui m'ont formé moi. Aujourd'hui, je suis leur concurrent. Ils m'ont formé et aujourd'hui, c'est moi qui. Mais. Oui, non, mais je veux dire qu'ils le font à ton niveau, enfin qu'ils le Ah, font non, sur mon les niveau, réseaux, non, sur non, Internet. Qui ont ce niveau, je crois pas. Non. Je pense pas. Ok. Impressionnant.
Bah, surtout, moi, ce qui me. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de commun qu'on voit dans le podcast. Bon, toi, c'est quand même particulier. Mais et je le savais parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, surtout Bill Kerr qui m'a pas mal parlé de toi, parce qu'a priori, vous êtes arrivés à peu près en même temps Bill à Skylix. Et il m'a dit, bah, tu vois, Mohamed, quand il est arrivé, j'étais plus calé que lui en business. Enfin, ou en tout cas, je connais. Bien sûr. Bill Kerr, il m'a closé. Bill Kerr, quand je me suis lancé, je l'avais eu en voiture et j'avais pris sa formation. Il était censé me coacher. Non, mais comme quoi les choses évoluent à une vitesse. Ce qui est fou, c'est la vitesse d'implémentation que tu as eue sur ces sujets. C'est une des choses que j'enseigne dans mon livre, apprendre, appliquer, partager. J'apprends, j'applique, je partage. J'apprends, j'applique, je partage. Et j'ai fait ça dans les techniques d'apprentissage, je le fais dans toute ma vie. Ok. Magnifique. On termine avec nos 2 questions. Ouais. Tiche. Allez. Tu veux les poser ou... Vas-y. Je les pose. Allez, vas-y, je sais que t'aimes bien. Alors la première, donc qui n'a rien. C'est vrai qu'on a été habitué là sur nos 3 derniers podcasts à avoir des sujets abordés tout au long, donc ça passait facilement. Mais on a une question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner ta passion inavouable? Parce que là, on a été que sur un sujet assez facile, où ça coulait parce que pour toi, c'était quelque chose de simple, c'est quelque chose que tu as l'habitude d'évoquer, même si, et d'ailleurs, on t'en remercie, a priori, tu nous as dit des choses que tu n'avais pas l'habitude de dire ailleurs, donc ça, c'est plutôt cool et c'est aussi ce qu'on cherche. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu fais que t'es pas à l'aise avec ça, et du coup, que tu pourrais partager avec tout le monde? Franchement, je sais pas, peut-être que je chantonne beaucoup à la maison. Je sais pas, moi, tu lis des livres audio? J'écoute des podcasts, ouais, ça c'est sûr. Non, on va dire, ouais, j'aime bien chanter, mais je chante n'importe quoi. C'est mon intelligence. C'est quoi n'importe quoi? En fait, j'invente des musiques. C'est vraiment n'importe quoi. Tu inventes carrément des chansons? Ouais, je prends des bouts de chansons que je colle, je fais des trucs, ma femme elle en a marre. Mais alors tu le fais vraiment genre sur ordi et tout? Ah non. Non, dans ta tête, ouais, tu chantonnes. Ouais, je chantonne. T'as un label. J'ai un label, tu le connais pas? Le premier label. Donc ouais, je pense ça. Sinon, non, j'ai aucune passion incroyable comme ça que je pourrais pas dire. Je sais pas si... Bah après, si tu chantonnes, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu peux nous faire un extrait ou pas? Non. Là, tu vas trop loin. Je sais qu'on est en train de voir un super coucher de soleil, mais non, là, parce qu'on l'a pas dit, mais on est quand même au 23e étage de la tour Montparnasse qu'on a privatisé pour Mohamed. Hein, ouais, en toute simplicité. Pas pour n'importe qui. En toute simplicité. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a une question, et ce sera notre dernière question, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée et qu'on t'aurait aimé qu'on te pose? Un sujet que t'as peut-être jamais traité ailleurs et que t'aurais bien aimé, qui te semblait important de traiter? Non, alors, sujet que j'ai pas traité ailleurs, pas forcément, mais effectivement, c'est plutôt une phrase de fin ou une conclusion par rapport à tout ce que je viens de dire. On te laisse le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Nous, on vous dit au revoir. Et on vous laisse Mohamed terminer avec vous. Alors, nous t'écoutons. Pour moi, il faut croire en ses rêves et passer à l'action. C'est-à-dire que, en fait, ça revient à la phrase que je disais tout à l'heure, la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. C'est bien d'écouter des podcasts, c'est bien de se former, mais il faut passer à l'action. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, par peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de l'échec, vont s'arrêter, ils ne vont pas essayer. Et c'est vraiment dommage. Et va au bout de ton destin. Pour moi, c'est ça. C'est va au bout de ce qui a été écrit pour toi, va au bout de ce qui était prédestiné, essaye, vas-y. Et si ça ne fonctionne pas, au moins, tu auras essayé. Tu n'auras pas de remords. Tu ne pourras pas dire, si seulement j'avais fait. Et le si seulement. Le si seulement, il va à la poubelle et on passe à l'action. Et aujourd'hui, ça revient un peu à tout ce qu'on a dit aussi dans la journée tout à l'heure. Tu auras toujours des gens pour te critiquer, quoi que tu fasses, même si tu es sincère, même si tu donnes le meilleur toi-même. Il y aura toujours des gens pour te critiquer. Tant que toi, tu es aligné, tu es en phase avec qui tu es, et tu donnes le meilleur de toi-même, et tu y crois et tu y vas, tu auras des résultats. Tu auras forcément des résultats. Et donc, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent. Écouter des podcasts, c'est trop bien, mais passe à l'action. Si vous avez un objectif, un rêve, allez-y. Bougez-vous les fesses et croyez en vos rêves et passez à l'action. Bah écoutez, je crois que ça sera le mot de la fin. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut.